Les amis, je vous propose qu'on passe à notre belle Ligue des Talents parce qu'il y avait une journée de Ligue 1 qui s'est déroulée, qui a été encore une fois assez riche en émotions, avec des gros cartons, avec certains matchs, des buts de folie. Je pense forcément au chef-d'œuvre de Dembouz. J'ai pas mal apprécié cette journée de Ligue 1. Franchement, on a vibré. L'OL Brest, même tu vois en parallèle sur le double écran avec le but de Pavel Chouk, la patate d'Abner, elle est vraiment chouette. Franchement, il y a pas mal de choses à dire. Donc je vous propose de commencer assez vite. Il y a des coachs, des coachs, des clubs où malheureusement, quand on regarde le classement, Lens qui garde son fauteuil, 8 victoires de suite en Ligue 1. La saison, elle est toujours aussi lunaire. Même si le PSG, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas un PSG. À chaque fois, on se dit, ah, PSG, ils sont pas à 100%. Attention, on monte en puissance. Mais même quand ils sont à 60-70%, ils sont là, ils sont qu'à un point, donc c'est chaud. Marseille, qui se relance après la défaite contre Nantes, qui va peut-être faire un écart petit à petit. L'OL, qui devient quatrième. Bravo, parce que c'était peut-être pas le quatrième le plus attendu de cette Ligue 1, mais franchement, ils prennent cette place, et est-ce qu'ils vont pouvoir la tenir? L'enchaînement, Europa, Coupe de France, Ligue 1, en tout cas, c'est une équipe qui a de vraies qualités, et qui pour moi est très crédible dans cette course à la quatrième place. Moi, vous connaissez mon avis, j'avais mis Lille comme quatrième, parce que je trouvais que le mercato, peut-être la profondeur d'effectif, et finalement, entre les blessés, les méformes, les joueurs qui confirment pas, les matchs ratés, bah ouais, ce LOSC-là, après, tu vois, Lille n'est qu'à un point de l'OL, donc c'est pas fini. Pareil, tu vois, Rennes, qui aurait pu faire un grand coup et dépasser le LOSC, qui malheureusement a tremblé face au Havre et ne prend qu'un point. Strasbourg et Toulouse qui se remettent un petit peu dans cette course potentielle à la 7ème place, parce que n'oubliez pas qu'avec la Coupe de France et ce qui s'est passé, l'élimination du PSG, désormais, petite interrogation, est-ce que cette fameuse 7ème place, elle sera qualificative pour la conférence? Parce qu'il y a un monde où ça peut être Toulouse qui est 8ème qui prend l'Europa, enfin la Coupe de France. C'est un monde lointain, parce qu'il faut y croire maintenant, mais t'as encore Monaco, t'as aussi des clubs comme Angers, Lorient, le PFC, t'as Nice également. Donc cette Coupe de France, peut-être que pour une fois, on n'aura pas la 7ème place qui sera qualificative. Donc on va devoir voir un petit peu si ce sera le cas. Mais sinon, en attendant, zone rouge, Metz qui chute, pareil, Auxerre, Nantes, Nice. Nice qui garde ce petit match-là. Nantes qui aurait pu revenir tu vois, à 3 points en cas de match nul, ou même à un seul point. Donc attention, Nice, ça commence à vraiment bien glisser pour le coup. Bon, Monaco, c'est pareil. Et figurez-vous que le 8 février prochain, il y a un derby de la Côte d'Azur, dimanche 15h de mémoire. Ça, c'est un match qui va vraiment nous régaler, je sens les boss. Donc, comme d'habitude, sur le débrief Ligue 1, on va commencer par faire match par match. Je vais un petit peu vous donner mes impressions sur ce qui s'est passé. Mais ouais, franchement, je suis content parce qu'on sait que cette période, elle est pas simple. Tu vois, t'as la CAN, c'est l'hiver, il fait froid, t'es dans le mercato hivernal, t'es un tueur entre deux. Mais franchement, dans la plupart des matchs, je vois encore du contenu. Je trouvais que le début de saison était très enthousiaste, il y avait de quoi être vraiment optimiste, et on se dit toujours que novembre, décembre, janvier, c'est la période où ça devient peut-être un peu plus rude, où les contacts, les températures baissent, donc c'est pas simple. Et franchement, cette Ligue 1, je la trouve toujours aussi plaisante, agréable à voir. Il y a, je sais pas si on peut dire, semblant de suspense en haut, parce qu'encore une fois, ça peut être dur si le PSG lance, tu sens qu'il gagne, mais c'est sur un fil sur certains matchs. Après, on va y revenir quand on évoquera le Lens AG Auxerre. Lens n'a pas forcément été mis en grand danger. Lens a pu subir, notamment la première période, mais Risser n'a pas 50 000 arrêts à faire, il concède peu de tirs. En fait, collectivement, c'est fort, mais surtout défensivement, ça laisse très très peu d'opportunités à ses adversaires. C'est ça qui est fort avec ce Lens, c'est qu'il y a cette réussite, ce truc d'aller chercher le premier but, après de cadenasser, et même, tu vois, premier but, franchement, il y aura des occasions avec Thauvin Sangaré. Donc on verra. Il y a pour le coup la course à LDC, l'Europa, très sympa. Franchement, il se passe plein de choses. Difficile de voir quelles équipes et surtout dans quel ordre ce sera à la fin. Quelles équipes vont tirer leur épingle du jeu. Et en bas parce qu'on a des équipes historiques comme Nantes qui sont en grand danger. On a un projet comme celui de Nice qui est en totale dérive. On a Auxerre qui était une équipe sympa l'an dernier mais qui malheureusement continue de chuter, de bugger. Mais ça va être compliqué. Je pense que le Mignon, malheureusement, ça va sauter. Mais ouais, encore une fois, j'aime beaucoup ce qui se passe, quoi. Oh oui, c'est vrai que Nantes 10, j'ai parlé de Nice-Monaco, mais avant ça, c'est vrai que vous avez raison. Prochaine journée de Ligue 1, il y a quand même un Nice-Monaco.
juste après la Coupe d'Europe, comme ça, enfin Nantes-Nice, pardon, dimanche 15h. Oh, celui-ci va être vraiment savoureux aussi. Je sens qu'on va avoir quelque chose de grandiose à la Beaujoire, quoi. Très clairement, ça va être sympa. On commence donc avec cette OL Brest, la victoire de l'OL 2-1. Alors j'avoue que la deuxième période, j'ai un peu plus décroché, j'étais focus sur cette finale de CAN et surtout ce qui se passait en termes d'arbitrage et la polémique, la Panenka ratée de Brahim, tout ça. Donc voilà, je suis un peu sorti du truc, mais j'avais quand même le double écran, je suis de loin. Par contre, la première période, je l'ai bien vu. Bravo, parce que l'OL a maîtrisé ce Brest-là qui n'était pas ridicule. Et malheureusement, le carton rouge de Del Castillo, c'est le genre de rouge, c'est, tu vois, il fait le pied, tu vois, qui glisse. C'est comme disait Stéphanie Frappard, ça reste haut mais ça glisse, tu vois. La fameuse expression malheureuse. Et Del Castillo, oui, c'est un truc qui mérite carton rouge tous les jours, mais lui-même le sait, tu vois, il s'excuse directement. Et c'est dommage parce que ça arrive en première période, c'est une première intervention. Et du coup, tu vois, il est directement en mode merde, quoi. Enfin, j'ai fait une connerie. Et d'un point de vue d'arbitrage, oui, tu es obligé de mettre rouge parce que c'est un tac qui est archi dangereux, qui est au-dessus de la cheville de Tagliafico. Donc malheureusement derrière on sait que pour Brest ça a été compliqué. Après bah voilà, c'est quand même un Noël qui ne cesse. Voilà, peut-être la deuxième période a été moins intéressante, mais on a quand même vu des situations, beaucoup de générosité, les appels, les mouvements incessants, ce trio. Et je suis content parce que je pense que ça peut bien fonctionner à 3, en attendant peut-être de voir Malik Fofana le retour, voire un Nuama. Mais Afonso Moreira, Hendrik Pavel-Chouk, ça peut réussir à s'entendre. C'est des profils complémentaires avec Moreira peut-être le plus relié, Hendrik plus en neuf, Pavel-Chouk qui peut tourner autour. Pavel-Chouk, cette action, ce but, fantastique. Franchement, j'ai adoré. Il y a peut-être un monde où il se fait foudroyer parce qu'il fait pas la passe. Parce qu'encore une fois, Chouk qui est lancé en plus en profondeur. Je crois que c'est Griff qui fait la passe D, j'ai l'impression. Qui élimine son premier vis-à-vis. Je crois que c'est Kenny Lala. Qui ensuite réussit à déposer coup d'air. Et finalement, il va s'excentrer vraiment presque sur la ligne. Et réussit à lober les deux Brestois qui étaient revenus sur leur ligne. Le but qui rappelle un peu pour les plus anciens le Paoletta Barthez d'un classico PSG-OM. Fantastique. C'est Moreira qui fait la passe, ok. Je crois que c'est Griff qui fait une belle relance et c'est Moreira qui le lance. Et Chouk, la grande classe, parce que c'est le genre d'action, encore une fois, où il y a des appels dans l'axe, où tu as, je pense, Hendrik qui sollicite, ou même un Abner, et lui, il réussit vraiment à la mettre comme ça. Et en fait, que dit ce but ? Bah, c'est juste un gars qui est en pleine confiance. Et Pavel Chouk, chapeau, parce que début, il n'était pas peut-être hyper régulier, hyper intéressant dans le jeu. On se disait, bon, l'OL, c'était leur plus gros investissement de l'été, hormis ce bon vieux Matt Turner et les magouilles de John Textor. Mais quand tu fais, dans le cadre de l'OL, un investissement de ce prix-là, quant à la DNCG qui est sur tes fesses, oui, évidemment, t'as pas le droit de te rater. Et ouais, en fait, Pavel Chouk, c'est juste l'histoire de l'intégration, de l'adaptation d'un mec qui doit un petit peu prendre le pli de la Ligue 1, connaître ce nouvel environnement. Il y a quand même eu un but assez tôt contre Marseille dans Olympico, un but très chanceux, mais ça a quand même lancé son aventure. Merci beaucoup, Zoro, pour ton message super sympa. C'est très sympa, le boss. Et derrière, ouais, Chouk petit à petit, Europa Ligue 1. Et de plus en plus, il y a quand même des gestes de grande classe chez ce mec. Franchement, il faut le dire. Hein. Le piqué qu'il met contre le Paris FC, c'est propre. Là, il y a ce but, lucarne opposée, enroulé. Alors que c'est pas le geste peut-être le plus simple sur le papier. Non, Pavel Chouk, belle recrue. Morton, non. C'est là en fait où j'insiste. C'est que ce mercato de l'OL, qui payait pas de mine de base, on se disait c'est quoi ce truc ? On va chercher les trucs hors top 5, des noms rigolos. On met des indemnités sur du hipster football. Et petit à petit, mine de rien, Dominique Griff, très bien. Ruben Kluivert, très belle montée en puissance. Une vraie satisfaction depuis 2 mois. Tyler Morton, un des meilleurs milieux de Ligue 1. Un joueur extrêmement fiable. Afonso Moreira, vu le prix que tu l'as acheté, c'est un coup de génie. Franchement, un joueur, je me demande jusqu'où il peut aller. Pavel Chouk, qui commence à avoir un vrai bon ratio temps de jeu-but. Et même, mine de rien, lui qui tire pas de penalty, je pense qu'il va quand même avoir, tu vois, 25 ans, mine de rien, c'est quand même encore un âge. 9 buts de passe D, 17 matchs de Ligue 1. Il a fait 56% de titularisation, donc c'est quand même un ratio qui est assez épatant. Et à côté de ça, en Coupe de France, c'est 2 buts. En Europa, c'est 1 but, 3 passes D. Depuis qu'il est arrivé, alors on va enlever les 4. Ça fait du coup impliqué sur 17 buts en 25 matchs avec l'OL. Franchement, pour une recrue, c'est pas mal, tu vois. On sait que la Ligue 1, c'est pas un championnat qui est simple des fois pour un joueur qui vient de l'Est ou qui au global s'adapte.
Donc plus de buts dans le jeu en Ligue 1 que Greenwood, je crois. Bah tu vois, par exemple, ça c'est une stat qui illustre à quel point c'est un joueur qui est vraiment en train de prendre la pleine dimension de ce talent. Et comme tu dis, Baz Labicrave, très beau pseudo au passage, le régène de Thomas Müller. Ouais, on sent que c'est un truc un peu du Ramtoner, du 9,5, du 10, un poste mi-hybride, des fois difficile à placer. Mais en fait, encore une fois, le talent n'a pas de rôle, n'a pas de schéma, n'a pas de tactique. Et ce que j'aimais avec Palaichouk, c'est qu'il était toujours au bon endroit au bon moment. C'est un joueur, je trouve, qui était bien placé dans la surface, à l'image de son but à Monaco. Et là, c'est aussi le signe que c'est un mec qui est en train de prendre vraiment de l'épaisseur. Et ouais, ce but, j'ai adoré. J'ai adoré. Et pareil, le but inscrit par Hamner, qui est très beau, cette frappe limpide, croisée, qui va dans le petit filet de Couder, une frappe lourde. Tu te dis, c'est ton latéral gauche remplaçant qui met ce but-là. C'est quand même un vrai beau signe. Et tu vois, avec une petite connexion Hendrick. Donc voilà, le match a été facilité parce que Brest s'est retrouvé tôt en infériorité numérique. Mais l'OL a été sérieux parce qu'on sait que c'est le genre de truc un peu bourbier. Brest qui va se replier. Et pourtant, je trouve que Brest a essayé de jouer le coup, hein. Franchement, Brest était pas loin de revenir. Il y a la réduction du score de Dida Mbimbe. T'as Ajorc qui en loupe une vraie belle, un peu incompréhensible. T'as les frappes de loin. Je crois que c'est Chotard qui en a eu à un moment donné. Brest a pas été, tu vois, non plus totalement anecdotique dans le jeu. Mais ouais, la sortie de balle sur le but d'Anner, c'est très propre. Non, c'est là où je trouve que Fonseca, encore une fois, petit à petit, on retrouve ce Fonseca version Lille, avec une vraie proposition dans le jeu. Je trouve que le Fonseca des premiers mois cette saison à Lyon, c'était surtout l'assise défensive et être une équipe équilibrée et qui savait miser sur ses forces devant Mikotadze avant qu'il parte, Fofana, et être malin, voilà, l'intégration d'un talent monton réussi, Tolisso qui joue pour 2-3 joueurs, en attendant que les recrues, tu vois, fassent le job. Et là, bah maintenant, l'OL peut compter sur ces gars qui arrivent. Et tu dis que Hendrick, voilà, qui découvre ce côté OL, non, franchement, moi j'aime bien ce que ça propose du côté de l'OL. On sent en tout cas qu'il se passe quelque chose. Et encore une fois, bah, l'Olympique Lyonnais, 4e. Il faudra voir à quel point ça va être difficile de jongler entre tous ces matchs, parce que je pense que ça va pas être simple au bout d'un moment, même si on sait qu'il y a un petit peu de banc du côté de l'OL, parce que ce soir, par exemple, le banc, en attendant le retour Niakate, t'as Mangala, Karabek, Attebourg, Mera, t'as Humbert qui rentre en jeu, tu laisses de Carvalho, Alejandro Gomez, Mathias Da Silva, t'as Nouama, t'as Tolisso qui était suspendu, t'as Fofana blessé, t'as Ghezal qui était pas là, t'as Satriano qui est parti à Retafe. Bon, c'est là où tu te rends compte que le banc il est pas non plus archi extensible et que jouer sur 3 compètes ça peut pomper de l'énergie. Donc à voir comment Fonseca va gérer ça. Mais maintenant que t'es positionné 4ème, peut-être avoir un peu plus de rotation. Après tu vois, t'as fait le job en Europa League, t'es premier, Young Boys et PAOK. Après tu sais que quand t'es premier dans ce genre de compète, t'as un petit truc qui peut être sympa. Ouais, bien vu les gars, parce qu'évidemment, j'ai parlé que d'Hendrick, mais oui, il y a un nouveau joueur qui arrive, c'est le petit Narté, milieu de terrain, qui arrive de Brøndby au Danemark. Pareil, 8 millions d'euros, milieu de terrain, 20 ans, ça sent la petite pépite Football Manager, un joueur qui a l'air très très bon, très généreux, et assez complémentaire, je trouve, dans l'activité vis-à-vis d'un Morton, par exemple. Je crois que c'est Data Scouts qui, de mémoire, a fait une comparaison entre les différents profils des joueurs. Tac, il faut juste que je le retrouve parce que ou c'est Data Scout ou c'est ça. Voilà. Narté, Tolisso, Morton. Donc Tolisso en rouge, tu vois, on voit l'activité. Morton aussi. Et Narté, ce qu'il va pouvoir t'apporter, c'est un peu plus de course progressive, de duel offensif gagné, un peu plus de dribble. Voilà, de dribble même provoqué. Les passes vers la surface aussi. Les passes décisives attendues, l'activité dans les buts, et tu regardes par rapport à lui, par exemple, ses passes progressives, c'est pas son point fort. C'est un joueur qui va beaucoup se projeter, quitte à avancer sans ballon. Mais pour le coup, il y en a d'autres qui vont pas faire ce job. Et là, en fait, tu vas chercher un profil vraiment complémentaire de Tolisso et Morton sur le papier, parce qu'évidemment, la data, les statistiques, on sait qu'il y a aussi une histoire un peu humaine, d'adaptation, d'environnement. C'est pas une science exacte, mais sur le papier, on comprend pourquoi ils vont chercher ce gamin au Danemark, parce que ça peut vraiment faire un très très beau milieu de terrain avec Tolisso et Morton. Donc hâte de le voir à l'œuvre, notre ami Narté, un joueur que moi-même je vais découvrir et que j'ai hâte de découvrir surtout quoi. Donc ouais, l'OL, le calendrier, tu vois, là ça va jouer tous les 3 jours, il y a aussi la Coupe de France, ça va être assez soutenu hein, quand même. Heureusement que tu es
pas loin d'obtenir ta place dans le top 8 parce que ça va t'éviter un barrage. Mais ouais, tu enchaînes les Young Boys, Metz, le PAOK, le LOSC, Laval Coupe de France, Nantes, Nice, Strasbourg, l'OM, le PFC, le Havre, Monaco, et après c'est la trêve. Donc, et au milieu de tout ça, tu auras sans doute des huitièmes, voire des quarts d'Europa. Attention, parce que là, je pense que vraiment, en termes de débauche d'énergie et de gestion d'effectifs, Fonseca va devoir être très malin. Et aussi une pensée pour Eric Roy, qui ce soir était malade, grippé, qui est resté à Brest. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et tu vois, ouais, t'as des retours de la CAN déjà qui vont lui faire du bien. Kamori Doumbia, Didier Mbimbe, ça va permettre d'apporter un peu plus de profondeur. Là, pour le coup, le rouge de Del Castillo, il est vraiment malheureux. Mais voilà, Brest est milieu de tableau de Ligue 1. Ils ont su faire la petite série pour se remettre dedans. Je pense que Brest a quand même des arguments par rapport au bas du classement. Je trouve que ça va être trop juste pour aller chercher au haut. Ils sont déjà sortis de la Coupe de France. J'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais j'ai peur que la saison soit peut-être déjà terminée en janvier. Mais justement, faut pas qu'elle soit déterminée parce que si tu te dis que tu es à l'abri, c'est là où tu peux commencer à perdre des points. Et on sait jamais, hein, même si on sait que la situation de Metz, Auxerre, Nantes, voire Nice, c'est galère, t'es pas du tout à l'abri. Ça, c'est clair et net, quoi. L'OL, c'est fou le retournement de situation. Tu te retrouves en deuxième partie de saison avec un effectif ultra prometteur. T'es pari chaud que Moréa Griff, ça fonctionne. Et derrière, tu continues un recrutement cohérent en chercher des joueurs hors top 5 pas cher. C'est beau. Exactement. C'est... Là, t'es lyonnais, t'es heureux. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est une situation, un zénith, où tu sens qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose, hormis encore une fois des blessés. Mais même la victoire à Lille en Coupe de France, tu te rends compte à quel point t'es cohérent, tactiquement t'es rodé, t'es prêt pour ce genre de défi. Les petits, les matchs où l'OL pouvait réussir des fois à se saborder, maintenant tu réussis. Contre les gros, t'es prêt. Tu vois, par exemple, la défaite 3-2 contre le PSG, on avait vu un vrai bon Noël. Donc non, ils sont prêts pour cette deuxième partie de saison. Et ouais, Moreira, la plus-value potentielle, ça peut atteindre certains records. Surtout ce profil d'ailier qui est très recherché. On a hâte de voir ça. Du coup, vous connaissez la formule, débrief Ligue 1, hop, retour vers le futur, on rembobine un petit peu tout ça. Écoutez, on commence avec les journées de vendredi. Et qu'est-ce qu'il y a eu vendredi 19h ? Ce Monaco-Lorient. Ça ne va pas à Monaco. C'est un doux euphémisme. Je ne veux pas vous l'apprendre comme Cassano, Moussiala, Bayern di Monaco. Mais ouais, c'est le néant. Il se passe plus grand-chose. Même le match en Coupe de France, tu te qualifies contre Orléans, mais tu te fais balader par une nationale. Là, tu prends pas de carton rouge, mais c'est tout comme. T'as une renonciation, un effectif qui n'y arrive pas, un coach qui n'y arrive pas, surtout Pocognoli. J'étais de la team, t'as déjà changé d'entraîneur, à quoi ça sert d'aller chercher un autre coach mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc cassé, tu vois. C'est comme Ange Postecoglou à Nottingham, pour prendre un autre exemple dans ce style-là. Des fois, il y a des coachs où tu dis, tu changes en cours de saison, ça va t'apporter quelque chose, et malheureusement, c'est pas forcément que de la faute de Pocognoli, parce que on a vu, tu vois, des intentions, un discours, des idées, même en Ligue des Champions, tu vois, il peut qualifier cette équipe dans le top 24, mais que Monaco soit autant largué en Ligue 1, ça c'est une anomalie totale. Monaco aujourd'hui est 9ème de Ligue 1, vient d'enchaîner sa 4ème défaite de suite, je crois que c'est 6 défaites sur les 7 derniers matchs, t'as encaissé 33 buts, t'es à 12 points de l'OM, t'es qu'à 10 points de l'OL, donc la LDC n'est pas terminée, mais sur cette dynamique, difficile, très difficile d'être optimiste, quoi. Igaman a les croisés, Regragui vient d'annoncer en conférence de presse. Alors c'est doublement grave pour le joueur par rapport à la potentielle Coupe du Monde, et pour le LOSC aussi, quoi. Waouh, franchement, c'est chaud. Bah, pareil, super rétablissement à Igaman, le plus dur commence, mais ah ouais. Ah, tu m'étonnes qu'en fait le Maroc était obligé de terminer son match à 10 contre 11. Le mec il pouvait pas revenir, quoi. Ah ouais, ça c'est chaud, quoi. Donc ouais, Monaco malheureusement il se passe plus rien. Il y a des joueurs qui ont des prestations indignes, ne serait-ce que de Monaco, mais même du niveau de la Ligue 1. Eric Dyer, il est sur la scène de crime, comme dirait Arne Slot vis-à-vis de Konaté il y a quelques semaines. Mais là, c'est Eric Dyer, il est impliqué sur les 3 buts. Il est au bout de la carrière, il est au bout du rouleau, le pauvre Ericain. Je pouvais comprendre l'idée au départ, c'était pas forcément une mauvaise idée. Tu dis à Eric Dyer pour accompagner tout ça, pourquoi pas. Mais là, il propose pas grand-chose. Même un Wout Faes qu'on redécouvre en Ligue 1, qui moi m'a jamais fait une grande impression à Leicester. D'ailleurs, sous le tweet d'annonce de Leicester, quand ils ont mis son départ, il y a beaucoup de supporters qui étaient, on va dire, soulagés.
content, mais je me dis, bon, tu changes de contexte, ça, des fois on sait jamais, hein. On parle quand même d'un international belge, mais là pour le coup pareil, on sent que c'est pas un crack, hein, le bon bout de fesses, et là ouais, tu vois, pourtant, bon, ok, il y a des absents, il y a la CAN, tout ça, mais il se passe rien en fait. C'est ça qui est terrible pour Monaco, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de proposition, il n'y a aucune connexion, et pourtant tu as des joueurs, tu vois, qui commencent à évoluer ensemble depuis pas mal de saisons, les Golovin, les Akliouche, les Balogun, Mika Biret, Zakaria, un joueur que j'apprécie beaucoup, mais qui est vraiment rentré dans le rang, c'est dur, ouais. Il serait plus haut avec Hutter. Je sais même pas. Franchement, à ce niveau-là, c'est même plus les coachs. J'ai pas envie de faire la phrase typique, tu mets Guardiola, ce serait mieux, mais quand t'as un mercato qui est aussi raté, quand t'as la direction qui t'envoie pas des signaux, enfin, Thiago Scuro, la direction, les dirigeants, leur communication, c'est pas si grave. Non, c'est très grave. Franchement, enfin, voir Monaco comme ça, c'est pas normal. On a vu hein, un Monaco vraiment chuter niveau après le titre de 2017. On s'en souvient, les retours de Jardim, Thierry, les 3 mois où c'était plus des mêmes. J'ai un scoop pour vous, il y avait penalty sur Ronnie Lopez, vous êtes bien informés. C'est bien, on a bien ri Thierry. Mais sinon, la proposition footballistique a été catastrophique. Et depuis, Monaco s'est un petit peu remis. Moi, depuis 5 ans, Monaco, c'est une équipe que je considère toujours très sérieuse, même s'il peut y avoir des à-coups, en mode ils vont quand même jouer la Ligue des Champions. Là j'ai vraiment du mal à y croire parce qu'encore une fois, il y a un truc qui est cassé au sein de cette équipe. Il n'y a pas grand monde qui a envie de bouger les joueurs. Si tu rajoutes à ça les cartons rouges et surtout le nombre de blessés, les Mawissa, les Radecci, là t'as Minamino qui s'est fait les croisés. Enfin, il y a un truc où t'as à la fois l'aspect l'infirmerie, t'as les joueurs qui n'ont pas grand chose à faire, t'as un coach qui est perdu, t'as une direction qui fait de la méthode Gouet mais ça marche pas. Ouais, c'est un club soit c'est une vente, soit je sais pas, faut tout changer. Mais est-ce que Ribolovlev qui voilà n'a pas, j'ai l'impression qu'il veut plus trop mettre d'argent par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue économique, les droits télé du foot français, c'est dur. Ouais, Biret il met plus un pied devant l'autre. Après voilà, t'as des méformes individuels, ça peut arriver. Mais là, si c'était que Biret qui était totalement cata cette saison, même des joueurs, tu vois, Akliouche, je trouve que ça commence à être dur pour lui. Et pourtant, c'est tout sauf un mauvais joueur. Peut-être qu'il faut le sortir de ce contexte ASM. Mais là, ouais, non, il y a un vrai truc qui est cassé, je trouve, au sein de cette équipe. Prochain match pour l'ASM, je crois que c'est un certain déplacement du côté de Madrid. Demain 21h, il va être savoureux souci. Et tu vas au Havre, samedi 19h, une équipe qui est tout sauf naze en Ligue 1 et qui peut te poser des soucis. Donc là, pour Monaco, c'est juste le début des... Ouais, tu vois, le programme là, c'est le Real, le Havre, la Juve en LDC. Ensuite, t'as Rennes, le 8ème de Coupe de France contre Strasbourg, le derby contre Nice, Nantes, Lens, Angers, PSG, Brest, Lyon, et au retour de la trêve, t'auras l'OM. Attention à la saison monégasque. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va se terminer, mais là, les signaux que je vois, moi, ils m'inquiètent. Grandement. Après, c'est ça. Tu vas voir, ils vont sortir leur match de l'année face au Real. Ils ont été capables de battre le PSG. Je pense que là, ok, Lorient, c'est dur de se motiver. Mais bon, c'est quand même ton métier. Et puis même, c'est ton honneur qui est en jeu. Et la saison qui est en train de totalement partir en couille. Mais si contre le Real, t'es pas à la hauteur du rendez-vous, et même si tu perds avec tes armes, parce que l'effectif, en vrai de vrai, sur le papier, si tu fais le match dans le match, il n'y a pas photo. Mais au moins, tu perds avec tes armes. Là, ils n'ont rien proposé, c'est dur. Par contre, dans l'autre sens, bravo à Lorient, parce qu'on a beaucoup parlé de Monaco, de ce recrutement pété, de ces joueurs qui n'y croyaient plus, d'un coach qui n'arrive plus à impulser quelque chose. Dans l'autre sens, Lorient, il se passe pas mal de choses, franchement. Autant les 2 premiers mois de Ligue 1, j'étais sur ma réserve en mode attention, ça ronronne, mais là pour le coup ils sont sur une très belle série. Tu as eu des victoires de prestige, notamment contre l'OL. C'est l'équipe qui perd peu à domicile. Il y a eu juste ce gros carton contre le LOSC, mais sinon, voilà, au moustoir, c'est ce qu'il faut pour une équipe qui vise le maintien. Et là, bah maintenant, c'est des bonus, hein, aller chercher des victoires comme ça. Et tu vois, dans cette compo d'équipe, t'as des joueurs qui sont en train de revenir. Tu vois, Bamba Dieng qui était, si vous avez écouté hors jeu, qui a plus marqué en 2 matchs de Coupe de France, là, contre les Hauts-Lyonnais et l'équipe de Guadeloupe, que sur la dernière année et demie en Ligue 1. Bah voilà, tu vois, la confiance retrouvée en Coupe de France, bah, ça lui a permis de marquer. Même t'as Makengo, t'as aussi le but de Karim Derman. Et cette équipe lorientaise, bah bravo à Pantaloni, parce que
de plus en plus, au-delà de proposer un système tactique qui est cohérent par rapport à l'effectif, défensivement, ça tient un peu plus sa route. Ça peut souffrir, mais c'est pas des vagues. Et puis, pour le coup, t'as des joueurs qui sont en train de se révéler. Ouais, t'as le retour d'Arsène Kouassi de la CAN, un joueur qu'on apprécie tous. T'as Noah Kadio qui a su prendre la relève par rapport à Avom, qui était parti faire pareil la CAN avec le Cameroun. T'as Bergel, qui est toujours un joueur fiable, un soldat de Ligue 1. Pablo Pagis qui attire énormément de ballons. D'ailleurs, il y a un premier but qui est refusé parce qu'il passe devant Philippe Cohn. Genre de but, voilà, hors jeu passif, tout ça. La règle est toujours sujette à interprétation. T'as Mvogo qui est bien mieux, je trouve, dans ses cages. Et comme tu dis, 9 matchs sans défaite, 4ème sur les 5 derniers matchs. Il y a une série, hein. Franchement, il y a une série pour cette équipe qui commence à prendre de l'épaisseur. Et franchement, j'aime bien ce que je vois du côté de Lorient. En fait, il y a un vrai déclic. Je sais pas à partir de quel match, mais c'est vrai que je me souviens de certaines rencontres où tu vois, ça gagnait difficilement. Tu vois, par exemple, le scénario contre Monaco à l'aller où tu as le rouge de Kerr, c'était bizarre. C'est une équipe qui avait souffert par moment. Mais là, pour le coup, tu vois, même par exemple, le match à Strasbourg, défensivement, ils ont proposé quelque chose de bien plus à l'échelle de la Ligue 1, c'est ce qu'il faut. Donc franchement, cette équipe lorientaise, je ne l'avais pas vu venir. Moi, pour moi, Lorient, de base, c'était plutôt un barragiste. Mais là, au-delà d'aller prendre des points, d'avoir des résultats convaincants, d'avoir des individualités, on se dit, tiens, c'est quand même sympa. Hein. Franchement, je pense que tous ici, on est assez fans d'Avom, de Kouassi, de Baomeite qui retrouve les sensations, de Abergel, soldat de Ligue 1, Pablo Pagis, le fils d'eux, c'est la belle histoire. Mais même des joueurs, c'est ça, des renaissances, des mecs qu'on pensait être perdus pour la Ligue 1, comme Bamba Dieng et Jean-Victor Makengo. Makengo, je crois qu'il n'est pas marqué en Ligue 1 depuis. Il y a eu une stat, il n'est pas marqué depuis Toulouse ou Nice, je sais plus, un truc, genre il n'est pas marqué depuis 6 ans. Enfin, bon, après, il est parti en Italie, l'Udinese, tout ça. Mais encore une fois, j'insiste, Pantaloni, de base, je suis pas fan par rapport à ce qu'il avait montré avec l'AC Ajaccio ou avec Lorient sur les premières semaines. Mais là, il faut reconnaître qu'il s'est adapté et que son équipe, elle pue un peu plus le football. On a envie de dire, tiens, il se passe quelque chose. Là, je prends plus de plaisir à me poser devant les matchs de Lorient, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller chercher son maintien. Et mine de rien, ouais, 22 points pour les Merlus. T'as 8 points d'avance sur Nantes, t'en as 10 sur Auxerre-MS. Alors oui, c'est que le premier match de la phase retour, mais t'envoies déjà un message. C'est vrai que c'est que la 5ème victoire. C'est ouf quand même leur saison. J'ai l'impression qu'ils avaient au moins un peu plus de victoires. Bref, on sait que chaque victoire va compter dans cette lutte pour le maintien. Mais voilà, défensivement, tu t'es rassuré. Et maintenant, en plus, dans le jeu, c'est bien plus costaud. Donc j'aime bien. J'aime bien ce que je vois du côté des Merlus. On enchaîne avec le match de vendredi 21h. On va devoir évidemment s'arrêter sur le chef-d'œuvre d'Ousmane Dembélé. Je voulais faire une vanne en mode où on va s'arrêter sur le décrochage de Fabien Ruiz, sur l'entrée en jeu de Soriba Diaoun ou quoi. Mais non, en fait, il n'y a pas besoin de faire de fantaisie, de blagues, de, de rire et chansons. Ousmane Dembélé a mis un but mémorable. Juste mémorable, incroyable. Moi j'ai tweeté Prix Pushkas, mais c'est même pas que je le pense, c'est juste je trouve que c'est un but qui esthétiquement est très beau et qui peut faire partie de la légende. C'est un but de top player, c'est un but de ballon d'or, c'est un but d'un mec qui retrouve de pleines sensations. Je crois qu'il s'est 4 ou 5 buts sur les 5 derniers matchs. Ça enchaîne bien physiquement et aussi dans l'état d'esprit. On sait que le PSG a pu avoir quelques lacunes sur certains matchs, perdre des points, ne pas gagner, parce qu'Ousmane Dembélé en fait était absent et qu'on peut rigoler en mode oui, Ousmane Dembélé est blessé, ça y est, c'est la rechute. Mais non, en fait, on n'oublie pas ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois de 2024-2025. Et non, ce joueur, il t'apporte un tel bonus. On sait qu'il y a ce truc dans le pressing, d'emmener les autres avec soi, mais même c'est la qualité technique et c'est le sang-froid. Enfin, ce but il est génial. J'ai tellement adoré le voir, le revoir en boucle parce que c'est pas simple. Et même il dit que le contrôle, il y a un des contrôles qui est un peu raté. Finalement, il se le mène un peu derrière. C'est pas simple derrière et il y a juste ce petit coup d'œil sur Berkehauser qui est trop avancé et il y a ce lob qui monte et qui redescend comme ça et ouais, but de très très grande classe. Franchement, ça peut être le but de AC en Ligue 1. Bon, il y en a eu des beaux parce qu'il y a un enchaînement de Yann Beau qui était sympa, le but de Mathis Sabine aussi contre le Paris FC. Bon, cet après-midi était bien, mais je pensais à celui de l'aller. Non, franchement, Ousmane Dembélé, sa finition entre son positionnement axial et sur l'aile, c'est jour et nuit. Ah non, mais là, on retrouve un Dembouz clinique, chirurgical, qui fait mal. Et encore une fois, on peut se poser la question,
Mais et s'il nous refaisait une deuxième partie de saison, encore une fois, en boulet de canon? Et si c'était un joueur qui revenait comme ça, au meilleur des moments? Là, en plus, après, c'est une saison où t'as tout, quoi. T'as Ligue des Champions, t'as, bon, en Ligue 1, t'auras pas la Coupe de France, mais t'as potentiellement la Coupe du Monde. Faut voir à quel point physiquement il va pouvoir tenir, parce que là, il y a beaucoup d'échéances, mais pour Luis Enrique, ça peut lui enlever une épine du pied en mode oui, je sais que voilà, Barcola a pas mal gâché, ce but va lui faire du bien. T'as également Gvara qui, tu vois, soit il boude, soit il a un peu plus de mal, mais on sait que Gvara, c'est un joueur qui est. On l'aime tous, enfin, tu vois, c'est un joueur qui peut tellement te donner, notamment avec des champions. Ce contexte Ligue 1 est peut-être un peu plus difficile pour lui. Mais ouais, Dembélé, il t'amène un truc inédit sur ton attaque parce que, pareil, Désiré Doué, ça a été le vent de fraîcheur, ça a été une progression fulgurante. C'est un joueur qui a su aller chercher sa place dans le 11 final, notamment ce dernier match contre l'Inter qui a marqué les esprits. Là, tu vois, c'est un peu plus dur la confirmation, c'est normal. Désiré Doué, c'est en 2005, c'est très jeune, donc lui aussi, il doit se remettre un petit peu au boulot. Mais Ousmane Dembélé, voilà, il y a eu cette saison incroyable. On sait qu'il y a des tractations pour sa prolongation de contrat. Là, c'est le meilleur des arguments, quoi. C'est les gars, je suis toujours là. Je suis capable de ça. Il y a ce premier but qui est bien, mais le deuxième qui est fort, quoi. Et voilà, il y a juste à écouter le commentaire de nos amis Christophe Joss et Dele Bravo. Alors oui, on peut redire pas mal de choses sur eux, mais le but, ils l'ont commenté comme nous, en mode des amateurs hyper enthousiastes qui voyaient un geste de très grande classe. Et franchement, j'ai ressenti ça. Moi, en tant que neutre, il y a très peu de moments où je crie, quoi. Parce que moi, quand je crie, c'est des moments de mes équipes. C'est Bordeaux, c'est l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Mais je crie rarement quand je vois des buts d'autres équipes, quand je suis neutre. Là, vendredi soir, j'ai poussé un hurlement. Parce que ce genre de but, waouh. Enfin, j'en reste encore un peu estomaqué. Et pourtant, c'était pas un match simple à aborder parce que Lille a fait une bonne entame. Je trouve les 20-25 premières minutes, elles sont là. Ça propose quelque chose. T'as cette action qui est assez folle où Giroud, pareil, très beau geste, et le lob qui va aller sur la barre de Chevalier. Et Chevalier, très drôle. Quand Chevalier, tu sais, il lève la main en mode c'est bon, hop, c'est bon, tranquille. Et en fait, le fait d'être autant en détente, derrière, t'as la barre et t'as Mbappé qui récupère. Moi, je n'en veux pas forcément sur le fait d'être en détente en mode hop, c'est bon, tranquille, ça sort. C'est plus que derrière, en fait, il n'est pas en mode réflexe, il n'a pas ses appuis, il n'est pas sous tension. Et t'as Mbappé qui récupère et qui est pas loin de marquer. Donc attention Chevalier, parce que même s'il y a eu ce truc contre comment ça s'appelle, contre l'OM et le trophée des champions et cette belle séance de tir au but, voilà, il doit encore prouver, hein. C'est une recrue, c'est un joueur qui a un peu déçu sur la première partie de saison, donc le chemin, il n'est pas arrivé au bout de sa route et il doit nous prouver encore. Et c'est le genre de match où attention à pas être trop en surconfiance comme ça. Et au passage, Ethan Mbappé, bah à chaque fois que je le vois, franchement, je trouve qu'il y a un truc. Je sais pas quelle carrière il fera, mais à son âge et par rapport à son contenu, ses minutes en Ligue 1, il y a un truc. Il se passe un truc avec ce gamin-là. J'aime beaucoup. Ça confirme que c'est tout sauf un mauvais joueur, que certains l'ont pris en grippe parce que, vous savez, c'est le frère de qui? C'est le petit frère de Kylian, donc forcément il va se faire siffler, il va se faire rentrer dedans. Il y a eu ce truc dégueulasse où quelqu'un avait révélé ses notes du bac. Ça peut être considéré comme du harcèlement pur, gratuit, méchant et qui n'a aucun intérêt. Si on se concentre sur le terrain, Ethan Mbappé, c'est quoi? C'est un U19 qui a eu du temps de jeu sous Papus Camara avec l'équipe du PSG en Youth League. Donc tu vois, je pense que même si t'es le frère de Kylian, tu ne veux pas être un imposteur si tu arrives à t'imposer dans une équipe U19. Avec le LOSC, tu vois, il a marqué contre l'OM, il a fait pas mal d'entrées convaincantes, il a même marqué contre le PSG à l'aller. Donc Ethan Mbappé, laissons-le faire sa carrière, franchement. Moi, il me plaît énormément ce gamin. J'ai hâte de voir, encore une fois, on se donne rendez-vous dans 4-5 ans, quand on fera les débriefs Ligue 1 de la saison 2031-2032. Bon, peut-être qu'il sera plus en Ligue 1, peut-être qu'il sera dans un autre championnat. On aura peut-être plus beaucoup de cheveux, peut-être que la barbe, elle sera plus grisonnante. Mais je pense que c'est un joueur qui va faire une carrière plus qu'honnête. Il peut même être international parce que... Alors après, on sait jamais si c'est une intox ou quoi. Mais apparemment, la fédé algérienne le veut, donc on verra pour ça. Et un Mbappé et un Zidane ensemble, ce serait beau.
Mais ouais, dans ce LOSC-là, où tu as des joueurs qui n'arrivent pas à convaincre, tu as des déceptions, tu as des recrues qui mettent du temps à s'adapter, peut-être que c'est Ethan Mbappé qui va tirer son épingle du jeu. Mais voilà, c'est dur pour le LOSC parce que ouais, tu as ces 20-25 premières minutes. Après, bon, bah, t'as Ousmane Dembélé qui a pris le match et qui a décidé, quoi. Et ça a été plus compliqué. Tu as eu un petit réveil sur la fin. Je crois que c'est Romain Perrault qui a une belle occasion. Même Nga Mouko. Mais voilà, c'est un LOSC qui est un petit peu. Pareil, c'est intermittent du spectacle. Haraldson, tu, voilà, tu dis que c'est faiblard. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais j'avoue que pour une troisième saison de Ligue 1, ça va être un cadre et j'en attends bien plus. Giroud, malheureusement, en termes d'âge, en termes de temps de jeu, ça devrait pas être un titulaire. Mais maintenant, avec ce qu'on vient d'apprendre, les croisés d'Igaman, est-ce que le LOSC va pas aller chercher un attaquant pour cette deuxième partie de saison? Je pense, hein. Franchement, je serais eux. J'hésiterais pas, hein, parce que je vois mal Giroud tout enchaîner, Europa, plus Ligue 1. Donc ouais, même Thiago Santos, hein, franchement, il y a encore des belles séquences. Mais là, pour le coup, c'était trop juste face à ce PSG qui a bien maîtrisé sa situation. Et Barcola, le but à la fin, on va pas l'oublier. Je pense que ça va lui faire du bien dans la tête. Parce que lui, on sait par quoi il est passé. Là, il y a pas mal de moments de critique. Je pense au match du Paris FC où il a croqué de manière incroyable. Même il y a des actions où il fait des passes alors qu'il aurait pu terminer. Donc là, je pense que ça va le remettre un petit peu dedans, ce sixième but en Ligue 1, quoi. Mais ouais, ce PSG-là, à voir, mais avec un Ousmane Dembélé revenu en pleine lumière, ça peut être une sacrée équipe. La conf de presse de Paptio est annulée car il y a encore eu une altercation entre journalistes. C'est fantastique cette histoire. Franchement, ce match, je ne sais pas à quel point il va nous poursuivre, mais oh là là, oh le sketch. Ah, comme je vous dis, hein, je pense qu'on va terminer. Moi, je vais terminer ce live. Je vais faire mes petits montages, tout ça, et je vais aller voir Twitter, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Je pense qu'on va sortir les popcorn, hein. Franchement, c'est gigantesque. Lens Auxerre, Lens AJ Auxerre, une victoire lensoise. Avec, voilà, certains ont dit but entaché d'une main, tout ça. En voyant les images, j'ai l'impression que c'est plus un contrôle là du pec de Wesley Saïd qu'une vraie main. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que tout le monde dit ouais, Lens, ils gagnent leur match, ils sont moches, ça mérite pas. Finalement, la JOCR, quand bien même j'ai beaucoup apprécié leur première période, c'est seulement 2 tirs, 0 cadré. En fait, la réalité de Lens, c'est au-delà d'être une équipe qui réussit à maîtriser ses temps faibles et ses temps forts, c'est aussi qu'ils réussissent à vraiment annier toute velléité adverse dans les 30 derniers mètres et que les opportunités pour tirer sont de plus en plus restreintes. Et même si j'ai vraiment, encore une fois, j'ai bien aimé la proposition de la JOCR. Lens, c'est 13 buts encaissés, c'est la meilleure défense de Ligue 1. Tu vois, c'est costaud. Franchement, c'est très costaud la défense lensoise. Tu vois, je trouvais que le plan de notre ami Pellissier était pas bête. Finalement, de renforcer le milieu de terrain avec Danois, El Azouzi, Nohiru Hamada qui faisait sa première titu avec la GIA. Namaso Sinayoko, le duo revenu de la CAN, mais très beau duo sur le papier. Et finalement, éviter d'avoir un troisième offensif et plus gagner la bataille de cet entrejeu où tu as Thomasson, tu as Bulatovic. Aussi à apporter un peu de densité dans les couloirs. Saoud Abdoulamine, Mathieu Hudol. La qualité de pied gauche de Mathieu Hudol, encore une fois, ça finit pas en passe D, mais je reste assez impressionné par ce joueur. C'est Malang Sarr qui fait la passe pour Wesley Saïd. La passe, elle est impressionnante, franchement. Je trouve qu'elle a été chapeau. J'ai pas d'autres termes. Et ça met encore plus en lumière ce joueur qui vit une deuxième carrière, qui est un des plus beaux rebonds en Ligue 1. Lui qui, encore une fois, on se disait, bon, Malang Sarr, c'est sympa, 4ème, 5ème dans la hiérarchie, tu peux partir en Anderlecht, hein, on te regrettera pas. Et aujourd'hui, c'est un des tout meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et pareil pour Samson Baïdou, hein. À ses côtés, ça en impose. Franchement, Gagnou, faudra voir, hein, parce que c'est un joueur qu'on découvre encore une fois. Je me demande jusqu'où ce garçon peut aller avec la blessure de Gradit. Mais Baïdou Sarr, waouh, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est un très très haut niveau. Et c'est pas un hasard. Moi, je pensais tout à l'heure, tu vois, qu'il y avait eu 5 tirs et peut-être un cadré pour Risser. Là, c'est 2 tirs, 0 cadré. C'est que cette défense lensoise, c'est vraiment l'atout primordial. Alors oui, on sait qu'il y a des individualités qui ont fait très très fort d'un point de vue du mercato, les Mathieu Hudol, les Mamadou Sangaré, Thauvin, Hudson-Edouard, mais en fait je pense que c'est l'aspect défensif du RC Lens qu'il faut mettre un peu plus en avant. Sous Pierre Sage, c'est un facteur, on se disait à Lyon, ça a été un peu plus des fois délicat, il y a eu des matchs rocambolesques. Là j'ai l'impression que
lui, il était parti avec cette idée de un peu être toujours dans l'affiliation de Francaise, un peu de Will Steele, donc continuer avec ce système-là. Et là, il le fait très bien. Mais c'est un RC Lens qui est difficile à bouger, qui travaille très bien les uns pour les autres. C'est ça qui est fort. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, ils sont à la fois leaders de Ligue 1 et ils sont sur cette série, sur leur petit nuage. C'est que c'est... Oui, peut-être qu'il y a très vite, de toute façon très vite, prochain match c'est au Vélodrome, mais je sens que oui, des fois cette équipe ça peut mal tourner comme la défaite à Metz, mais quand ils sont comme ça, que c'est impossible pour les adversaires de trouver des solutions, ouais c'est une équipe redoutable. Et ouais, les entrées lensoises efficaces aussi, Sangaré, Guilavogui, non, les entrants ont fait le job. Sangaré était hyper volontaire, porté vers l'avant, Abdallah Sima aussi. Ruben Aguilar qui a remplacé Saoud Abdolamine. Lens aurait dû s'en sortir avec un 2-0, tu vois, par rapport aux occasions de Thauvin et de Sangaré. Mais voilà, on se termine sur un petit 1-0, mais dans le contenu, encore une fois, c'est bien maîtrisé, quoi. Tactiquement, ce lance-là, quand tu réussis comme ça à vraiment laisser très peu de détails et de place aux situations adverses, c'est que c'est quand même du travail d'orfèvre, hein. Faut le souligner. Alors la GIA, j'ai vu ton message, c'est bizarre parce qu'au vu de la situation d'Auxerre, on doit s'inquiéter, mais je sais pas, j'arrive pas à stresser pour eux. Il y a tellement de qualité, ça finit devant le moribond Nantes tous les jours, ça normalement. En fait, c'est très clairement le cas. Cette équipe, la première période, elle a rien à faire en tant que 17ème de Ligue 1. C'est une anomalie totale de voir cet AG Auxerre là être dans cette zone rouge par rapport à la qualité individuelle, le jeu proposé par Pélissier, les séquences collectives par moment. C'est une équipe qui ne doit pas être... Normalement, si tu me dis qu'elle est à la place de Brest et de Lorient avec 22 points, j'y crois. Sauf que dans une saison, des fois, quand t'as pas la réussite, quand t'es un peu maudit, bah il faut réussir à inverser le truc. Ça n'a pas été le cas là. Malheureusement, c'est un peu comme à l'aller, quoi. À l'aller, c'est encore pire parce qu'ils méritent pas du tout de perdre. Là, ils n'ont pas réussi à avoir les situations qu'il faut. Mais cette équipe, tu te dis que t'as Romain Fèvre qui va retrouver des sensations. Je pense qu'ils vont encore recruter peut-être un numéro 9, voir s'il y aura un défenseur supplémentaire. Ça parlait du retour de Djoubal. L'attaquant supplémentaire, ça peut être aussi Gaëtan Perrin, même si on imagine que Fèvre et Gaëtan Perrin, est-ce que ça va pas faire un peu trop? Mais si cette équipe réussit ses derniers jours de recrutement, si on laisse la confiance à Pélissier, ça va tourner. Au bout d'un moment, ça doit tourner en leur faveur. Après, c'est un sport qui est des fois ingrat, qui est injuste. Donc peut-être que cet AJ Auxerre, avec tous ces bons petits joueurs, descendra. Ce sera regrettable, mais c'est la dure loi du sport. Je suis Lensois, c'est une des équipes qui nous a le plus emmerdé 2 fois. Non, mais très bien, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, le match aller à la Baie des Champs, il m'avait marqué, hein, avec le but de Sima à la dernière minute. La GIA, je sais pas comment ils ont fait pour passer à côté au moins du point du match nul. Mais voilà, encore une fois, Sinayoko, Namasso, qui reviennent de la CAN avec un bon boost au moral. Ouais, ça c'est vrai que ça peut apporter quelque chose. Donc la GIA ne doit pas désespérer parce que ils sont pas loin d'avoir la clé. Fais voir juste peut-être le programme de la GIA sur les prochaines journées. Bon, c'est le PSG vendredi soir. C'est dur, mais tu sors de ça. T'as Toulouse aussi, ça va pas être simple. Tu reçois le PFC, tu vas à Metz, tu reçois Rennes, tu vas à Lorient. Là, pour le coup, si tu veux te sauver, il faut au moins prendre 2 victoires et un nul. Je pense que si tu as 7 points sur 12, tu peux avoir tu peux reprendre de l'élan. Et là, malheureusement, et PSG et après, PSG sera entre 2 matchs de Ligue des Champions. Avoir le turnover de Lucho. Le PSG qui voudra peut-être aller chercher le top 2, même si entre Arsenal et le Bayern, ça paraît très compliqué. Ouais, on va voir comment ça peut jouer. Le match de Toulouse, il n'est pas perdu, hein, mais Toulouse, le message qu'ils ont envoyé contre Nice, il est quand même costaud, quoi. Donc on va voir. Mais ouais, je peux comprendre ton sentiment sur cette AGIA là, qui est peut-être l'équipe la plus frustrante en termes de expecting points, de résultats, de contenu. C'est fou ce qui se passe pour eux. Et on vient d'évoquer le TFC, direction le stadium justement, pour une des claques de cette 18e journée de Ligue 1. Et le très très beau succès de Toulouse. Je suis content pour eux parce que c'est une équipe qui, encore une fois, mérite dans le contenu, mérite de pouvoir se mêler à la lutte pour l'Europe et qui a profité de défier une équipe malade comme Nice. Alors oui, il y a la qualification Coupe de France, oui, il y a le premier match de Claude Puel contre Strasbourg, on s'est dit pourquoi pas, mais Nice reste une équipe malade, quoi qu'il arrive, et malheureusement, même si peut-être à la fin ça s'est trop enchaîné les buts entre Caceres, Vignolo, le doublé d'Hidalgo, quand ça veut pas, et malheureusement ça chute lourdement pour les Niçois, la tête à l'envers, Maxime Dupé,
C'est compliqué d'aller chercher 5 fois les ballons comme ça au fond de ses filets. Djoumaba qui est toujours aussi méconnaissable. Le petit Mansunga, première en Ligue 1, une de ses premières titus. Attention, ça c'est rude. Donc ouais, difficile pour Nice ce match d'y être. Ah ouais, la célébration de Caceres, c'est vrai qu'il s'est passé des choses dans ce week-end de foot qui sont assez surréalistes, dingues. Et Caceres qui ne célèbre pas son but parce qu'il veut partir et que le club ne lui accorde pas son bon de départ et qui du coup boude et repousse même des mecs des coéquipiers. C'est ah, franchement la célébration elle est légendaire, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, au moins il a fait passer un message. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Ah, Monsieur Boud, c'est plus qu'il boude là, je pense que tout le monde a compris qu'il n'en pouvait plus. Mais du coup Pape Diop, le petit Pape Diop, Pape Neba Diop, qui est revenu de son prêt à Nuremberg, qui est prêté immédiatement par Strasbourg. Bon petit joueur, franchement. C'est un joueur qu'on découvre en Ligue 1 du coup parce que lui il a fait la Belgique, Strasbourg, il a été prêté en Allemagne, il a été rappelé et je trouve ça bien de la part du TEF d'être allé chercher. C'est un joueur que j'apprécie dans ses premiers pas, que ce soit la Coupe de France à Angers ou là contre Nice, donc je demande à revoir ça. Mais ouais, c'est un match qui symbolise à quel point Toulouse peut réussir à vivre une belle saison. Tu vois, t'as la Coupe de France, t'as également ce scénario possible où tu accèdes à la Coupe d'Europe via le championnat. T'as peut-être pas le meilleur des bancs, mais d'un point de vue du 11, Santiago Hidalgo qui commence à enchaîner après le but au Vélodrome, c'est bien. Franck Magri, revenu de Cannes, j'ai l'impression que ça a fait du bien parce que j'ai adoré le match de Franck Magri dans le contenu. Yann Beau aussi, toujours aussi bon pour distribuer. Messali, très généreux. Donoum, pareil, dans la qualité de passe, c'est bien. Cressois derrière, c'est toujours aussi impressionnant. Ouais, cette équipe du TEF, franchement, elle a de la gueule. Elle me plaît dans ce qu'elle dégage. Moi, je me disais que Martinez Noël avait réussi à construire un 11 compétitif pour aller embêter pas mal de monde, que ce soit les équipes entre guillemets de son championnat, mais aussi pourquoi pas le top 6 de Ligue 1. Maintenant, voilà, il reste toujours cette interrogation jusqu'où cette équipe peut aller. Est-ce que voilà, ça peut se casser au bout d'un moment? Mais là, pour le coup, je trouve que la dynamique depuis 2 mois, même si tous les résultats n'ont pas été parfaits, je trouve que le TEF dégage quelque chose d'assez attachant. Et c'est une équipe, ouais, je commence à voir jusqu'où elle peut aller. Et même si, voilà, pareil, encore une fois, au milieu de terrain, Pape Diop qui vient d'arriver, Alexis Vossache est jeune, faut régler la situation de Caceres. T'as Abou Francis qui s'est blessé gravement avec le Ghana. Peut-être que tu vas manquer de monde, mais quand t'as d'autres joueurs qui peuvent faire le taf, et ouais, devant, t'as des possibilités, parce que t'as également Emerson qui était pas là, t'as Vignolo qui a enfin marqué. T'as Onoa Djouma également qui avait joué le match contre Angers. Donc ouais, peut-être que ce TEF-là, petit à petit, peut s'inviter à la table de la Coupe d'Europe. Hein. Faut rien s'interdire dans cette Ligue 1. Est-ce que Toulouse, pour l'instant, a moins d'arguments que Strasbourg? Non. T'as un effectif par rapport à Rennes, voire le LOSC, ça peut être plus compliqué. Mais si la 7ème place, imaginons que c'est une des équipes là qui remporte la Coupe de France, hormis le PSG et le Lille, hein, faut pas les mettre de côté. Voilà, ils peuvent être dans la bataille avec Strasbourg. Enfin, juste falloir continuer à trouver de la consistance pour pouvoir enchaîner. Par exemple, c'est quoi le calendrier de Toulouse sur les prochains... Ouais, t'as Auxerre, t'as Brest d'abord. Voilà, c'est le genre de match, si tu le remportes, ça peut peut-être donner un peu plus d'indices. Ce qui est bien là, c'est que Toulouse, ils vont avoir un calendrier pas trop dégueu. Il y a Amiens en Coupe de France, sinon c'est Brest, Auxerre, Angers, Le Havre, Paris FC, Rennes, potentiel adversaire direct. Et après, je pense que ça va un peu plus se corser, parce que ouais, tu vas avoir du Marseille, du PSG, tu vas avoir Lille, Monaco, Lens, Strasbourg, Lyon. Donc peut-être des adversaires directs. Mais imaginons, si Toulouse, sur cette période, fait 4 victoires, peut-être qu'à la fin, tu auras la plus belle des musiques qui retentira les jeudis soirs au stadium, quoi. Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais ouais, cette équipe, franchement, ouais, t'as des recrues qui s'intègrent, t'as Hidalgo qui a un ratio, un but toutes les 80 minutes en Ligue 1, t'as différents profils qui s'adaptent. On sait que c'est pas simple hein, de donner du temps de jeu des fois à ces joueurs dans un 11 où t'as pas de Coupe d'Europe, où t'as que le championnat comme unique vérité. Mais là, on voit que ça commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. Franchement, j'ai beaucoup apprécié leur match. Après, je pense que le score est un peu flatteur parce que Nice n'a pas été non plus... Enfin, Nice a donné beaucoup de ballons, mais dans le jeu, Toulouse n'a pas été, tu vois, ça n'a pas été une marée humaine, une razzia d'occasion. Mais en face, ouais, c'est comme Monaco, quoi. T'affrontes une équipe où
ça va être dur de s'accrocher, hein. Franchement. Pourtant, tu te dis que t'as des noms de Ligue 1, tu vois. T'as Sanson, t'as Bard, t'as Klaus, t'as Ndombele, t'as Hawaii qui continue d'enchaîner, qui marque ses petits buts, un but par-ci, un but par-là, voilà, qui grappille un petit peu qui retrouve un petit peu des sensations. Et ça peut te servir dans la course au maintien. Parce que ouais, je voulais pas y croire. En attendant, évidemment, de voir le scénario de l'OGC Nice en Europa League, parce que oui, on n'oublie pas ce qui doit se passer jeudi. C'est là maintenant qu'ils doivent faire fort. C'est les Go Ahead Eagles, on compte sur vous. Et également Ludo Goretz la semaine prochaine. Il va falloir nous faire encore vibrer dans cette campagne d'Europa League qui restera, quoi qu'il arrive, mémorable. Et comme tu le dis, JP Flaco, on pense tous aux commentateurs niçois qui étaient encore une fois au charbon samedi soir à commenter les 5 buts. C'est fou, mais j'ai l'impression que ce gars-là a commencé cette... a commencé ce job de commentateur au moment où Nice enchaînait des résultats catastrophiques. J'ai souvenir du match à Porto où ils commentent, ils prennent un but de la 23e seconde. C'est fin. Je ne sais même pas quoi retenir de cette équipe. Mais ouais, le niveau en Europa, sur le papier, Go Ahead Eagles. Et attendez, mais en plus je crois que Go Ahead Eagles a accroché l'Ajax. Alors, je sais que l'Ajax, c'est pas un étalon incroyable dans le football moderne. Hein. Ouais, c'est ça. Les Go Ahead Eagles sont allés chercher le nul sur le terrain d'Amsterdam avec 2 buts alors qu'ils étaient menés 2-0. Donc chapeau. Et Go Ahead Eagles en Europa League. En fait, est-ce qu'ils peuvent encore, eux, se qualifier ou pas dans cette belle compétition? 13e de redivisie, les Go Ahead Eagles. Putain, ça fait flipper. Go Ahead Eagles, ils sont 28e. Putain, bien sûr qu'ils peuvent encore se qualifier. Bien sûr. Attention. Et Ludo Goretz, pareil, 23e. Nice, déjà éliminé, qui affronte 2 équipes sur le papier mid, mais qui veulent crânement jouer leur chance, leur peau, pour se qualifier. On va assister à des scénarios encore incroyables. Et là, prochain match, Nice-Go Ahead Eagles, jeudi 21h, réservez votre place, ça va être fantastique. Je me demande l'affluence du stade. Déjà que à Nice, on sait que, hormis les grands rendez-vous, c'est pas simple. Mais alors là, les mecs qui vont aller prendre leur place, mais c'est des soldats. Franchement, c'est un truc, c'est fou quoi. Ouais, billet à moins 75%, je suis même pas sûr qu'il y ait des mecs qui y aillent quoi. Franchement, bon courage pour essayer de remplir. Mais voilà, c'est toujours le même truc, c'est que tu peux faire venir Claude Puel, tu peux faire revenir Jean-Pierre Rivière, tu peux avoir ses anciens. L'effectif, il est pété voilà, d'entrée. Les 10 millions sur Jacques Johnson, Kevin Carlos. T'as maintenant une bombe à retardement avec Mofi et Boga. Faut les faire partir, ils vont remplir leur contrat. Mais bon, c'est quand même beaucoup d'oseille perdue. La Ineos, qu'est-ce qu'ils vont faire? On parle apparemment, je crois que c'est RMC qui a évoqué un montant revu à la baisse par Ineos. On est maintenant sur une vente du club à partir de 50 millions d'euros. On écoute les offres. Tu m'étonnes parce que bon, je sais pas quel prix ils proposaient avant, mais n'importe quel mec qui s'y connaît en foot, qui regarde cette situation et qui dit non, mais ça peut pas être plus de... Puis, enfin, si tu me proposes ce montant-là. Et puis en plus, Ineos, maintenant que Manchester United a tapé City dans le derby avec la manière très belle performance des hommes de Michael Carrick, alors là, je pense que l'OGC Nice, les mails qu'ils reçoivent dans leur boîte en provenance de la Côte d'Azur, ouais, ils mettent ça à la poubelle, ils mettent ça à la corbeille, ils laissent ça dans les spams. Franchement, je pense qu'ils vont totalement se désintéresser de Nice. Et là, il faut une vente, il faut un truc urgent que le club se sépare d'Ineos parce que ça va droit dans le mur. Et Nice, aujourd'hui, ouais, encore une fois, joue pour ne pas descendre, parce que même si derrière tu as cette chance entre guillemets que ça n'avance pas, mais toi tu n'avances pas, c'est ça aussi le pire quoi. Là, Nice aujourd'hui est 15e, 18 points, seulement 4 points d'avance sur Nantes, 6 sur Auxerre, mais un Agia on l'a dit, qui peuvent à tout moment se réveiller. T'as également Metz. En Ligue 1, ça dit quoi les matchs de Nice, un petit peu, si on se projette? Go Ahead Eagles, du coup, le match de la paire contre Nantes, Ludo Goretz. Tu as un Nice-Brest dimanche 17h. Tu as ensuite Coupe de France Nice-Montpellier. Tu as le derby, pareil, match angoissant. Tu vas à Lyon, tu reçois Lorient, tu vas au Paris FC, tu reçois Rennes, tu vas à Angers. Il va falloir prendre des points. Et là, pour l'instant, il y a plein de matchs où sur le papier, l'adversaire, on se dit ok, ça peut être à la portée. Mais là, vu l'état du truc, ça va être chaud quoi. Heureusement, des joueurs comme Diop, Boudaoui, Wai devraient pouvoir assurer le maintien. Ouais, s'ils sont pas vendus, hein. On sait jamais, hein, parce qu'un Boudaoui qui sort d'une belle canne, qui a repris de la valeur, est-ce que tu te dis, bon, dans ce contexte, est-ce que tu n'acceptes pas une offre de 10-15 millions pour faire entrer un peu de liquidité et préparer certains temps rudes? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
le contenu, ça montre à quel point c'est une équipe qui a pris une gifle et qui doit accepter, et c'est ça le plus difficile pour ce type d'équipe, c'est quand tu n'es pas préparé à jouer le maintien et que tu dois commencer à l'accepter. Parce que moi je l'ai vécu avec Bordeaux, tu vois, une équipe historique du championnat de France qui se qualifiait souvent en Coupe d'Europe, même si c'était souvent l'Europa League, mais qui quand même faisait encore des top 6, des top 7. À partir du moment où tu dégringoles et que tu te retrouves dans cette zone rouge, tu te dis non mais on est Girondins, jamais on pourra descendre, c'est là où tu es en danger. Et pareil pour Saint-Etienne au bout d'un moment, c'est quand tu sors du dizaine, quinzaine d'années où tu étais en Ligue 1 et qu'au bout d'un moment, tu vois, du jour au lendemain, hop, tu bascules dans cette deuxième partie de tableau et petit à petit, tu te rapproches des places dangereuses. Si tu ne te mets pas en condition, si dans le vestiaire, dans les discours, tu n'acceptes pas que tu joues le maintien, là, par contre, tu vas descendre. Parce que là, tu vas jouer des équipes des morts de faim, tu vas jouer des équipes qui, elles, vont lutter pour l'Europe, des équipes qui, même si elles peuvent être dans une situation un peu ventre mou, elles te sont supérieures dans la dynamique, dans les têtes. Donc attention, attention. Ça peut être délicat pour les Niçois parce que le match, ça nous a ramené à une réalité. Nice, c'est une équipe vraiment, vraiment malade. Ça, c'est clair net. Du côté du stade Raymond Kopa, Angers-OM, autre raclée. Écoutez, cette OM, version de Zerbi, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Quelle version de l'OM on va avoir. Bah là, on a eu la meilleure version. Peut-être la première période la plus aboutie de l'ère de Zerbi. La plus intéressante, la plus bluffante. Franchement, j'ai adoré ce que j'ai vu de l'OM. On est assez bavard, donc évidemment, des fois la voix elle peut dérailler. 2 heures de débrief, donc on est encore en réserve, on a encore des choses à dire. Mais cet OM, franchement, gros coup de cœur. Le match était super intéressant. Les individualités, ok, on sait que c'est quelque chose à l'OM où ça peut à tout moment faire la différence. Les retours de Gouiri et Traoré, ça peut être considéré comme des recrues mercato hivernales, tellement leur rapport est intéressant, consistant. Ahmed Junior Traoré peut changer pas mal de choses dans la saison de l'OM, j'en suis convaincu. Gouiri dans son rôle de numéro 9, ça peut être aussi le jour et la nuit par rapport à un Aubameyang. Greenwood, tu vois, le but qu'il met à 24e minute, comme ça, reprise sans contrôle, le but est quand même assez fou. Mais sinon, sur la globalité, même le but de Timothy Weah, où j'ai l'impression presque qu'il s'amuse devant la cage de Kofi. Là, pour le coup, t'es Angers, il n'y a pas grand chose à dire, à part, ok, on est tombé sur un truc beaucoup plus fort que nous, on doit juste s'incliner. Et non, l'OM, là, franchement, ils ont. Le principal problème maintenant, c'est de pouvoir enchaîner. Est-ce qu'ils vont être capables de refaire ce type de performance? Et j'ai même pas envie de m'arrêter sur Liverpool et Lens, parce que c'est 2 équipes de rendez-vous à part. C'est continuer à espérer intégrer ce top 24 et plus le top 16 que le top 24 en LDC contre des Reds sur le papier qui peuvent être prenables par rapport à leurs différents matchs en première ligue. Le fait que ça a du mal vraiment à redécoller sur Arne Slot. T'as Lens qui est leader de Ligue 1, ça va être un rendez-vous couperé. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est est-ce que l'OM, au-delà de ces grands rendez-vous, parce que finalement, on sait que l'OM peut se sublimer. On l'a vu lors du Trophée des Champions. Le match était super intéressant. T'as eu ce scénario, pareil, un peu con, où t'as l'action à la fin, et puis t'as l'ouverture Vitinha, Barcola, Ramos, et derrière, tu perds au tir au but. Mais dans ce contenu contre le PSG, l'OM était prêt. Là maintenant, je pense que l'OM est capable de faire et un bon match contre Liverpool et d'enchaîner contre Lens. Le problème, c'est que est-ce que cet OM-là est capable derrière de refaire des matchs de ce niveau contre Lorient, contre Le Havre, contre Brest. Tu vois, des équipes qui peuvent leur poser par moments des difficultés. Après, tu vois, Brest, cette saison, ça a été une victoire nette et sans bavure. Angers, ça a été plus compliqué. C'est quel visage, finalement, de l'OM on va avoir d'ici aux prochains jours. Parce que là, franchement, tu dois t'appuyer sur ça. Et j'espère qu'on reverra ce style de proposition très dynamique, très intense, très une touche de balle, tout en connexion, la supériorité technique. Là, je l'ai ressenti. Et même, tu vois, je pense à Bilal Nadir qui a fait un très bon match dans ce double pivot. Bilal Nadir, tu vois, après le rouge contre Nantes, on a l'impression presque, voilà, sa carrière à l'OM a été terminée, on va le mettre sur les transferts. Non, c'est bon, tranquille. Et ça peut arriver pour un jeune joueur de faire des erreurs. Même à l'OM, on doit l'accepter. Et Nadir a fait un vrai bon match. Je pense à Medina aussi, pas mal du tout. Emerson, qui dans son rapport qualité-prix est une des meilleures recrues, une des toutes meilleures recrues de l'OM ces dernières années. On rappelle, arrivé de West Ham pour un peu moins d'1 million d'euros à ce poste-là et surtout le niveau qu'il montre, c'est chapeau. Ahmed Junior Traoré, on voit enfin ce joueur qui nous a tant épaté la saison passée à Auxerre, qui malheureusement a eu grosse blessure, qui a pas mal enchaîné les pépins physiques, qui n'est pas su revenir
avant ce mois de janvier. Et là, je le dis, ouais, dans la connexion avec les différents offensifs, même son but, tu vois, la manière dont il fait la fin de corps devant Camara et il termine, franchement, le but est très propre. Et ouais, Amine Gouiri, c'est un peu comme Dembélé. Peut-être ça va être encore une deuxième partie de saison en boulet de canon, un joueur qui va nous épater et qui va amener de grandes choses. Mais ça peut changer beaucoup de choses pour l'OM d'avoir un neuf de ce niveau pour se soulager sur certaines situations. Et ouais, tout de suite, le 11 il est plus cohérent. T'enlèves certains problèmes de ta tête. Tu te dis que bon, finalement, ouais, ça te facilite la vie, en fait, un neuf comme Amine Gouiri pour tout ce qu'il propose. Et pareil, Timothy Weah, confirmation depuis qu'il est arrivé, c'est quand même très souvent des 6, des 7 sur 10. C'est un joueur qui t'apporte beaucoup de choses. Moi, j'attendais de voir parce que forcément, c'est un profil un peu hybride. On a l'impression qu'il peut jouer voilà, sur les deux côtés, il peut jouer plus haut, il peut jouer plus bas. Il a été quand même pris pour être ce piston. Et là, je trouve qu'au-delà de l'aspect du rôle, c'est vraiment un joueur qui est assez complet, qui fait pas mal de choses. Et la conclusion sur le quatrième but, elle est quand même assez sympathique. Ils sont amusés hein, sur le dernier but, c'était ce Joga Mojito. Donc malheureusement, bon, quand t'es perfectionniste, t'as le but de Sbaï, à la fin, t'as le dernier but de Jim Alevina. Donc c'est toujours des choses à revoir. Hein. Sur le but de Sbaï, il y a Balerdi qui est pas exempt de tout reproche. Cette équipe angevine en plus qui a Sidiki Sheriff qui est en partance pour Crystal Palace. Vous savez que Angers s'apprête à faire la plus belle vente de son histoire. Sheriff, je crois que c'est entre 25 et 30. T'as Abdelli qui était écarté parce que lui aussi il y a ce transfert qui se prépare du côté de l'OM. Donc j'aurais aimé voir forcément Angers avec tous ces gars à 100%. Mais tu sais quoi, même s'ils ont perdu 5-2, que c'est un lourd score, je trouve que leur match n'a pas été inintéressant, tu vois, par rapport à un Minsby qui n'a pas cessé de provoquer, Prosper Peter qui a manqué un peu de lucidité et d'altruisme sur certaines situations, mais ça reste un jeune joueur. T'as eu quelques courses, quelques trucs. Après, défensivement, ça n'a pas à le souffert. Mais pourquoi ça a souffert? Qu'est-ce que tu veux faire contre ce trio-là, cet OM-là? Et même à la fin, tu vois, le but de Paixão, c'est bien aussi parce que même les remplaçants, tu vois, Aubameyang qui rentre également, enfin, tout le monde a participé à la fête et peut-être que mine de rien, De Zerbi a trouvé son 11. Moi, je touche à rien. Je crois qu'il n'y a pas de suspendu pour le match de Liverpool de mémoire. Moi, faut enchaîner avec ce 11-là. L'OM est une équipe qui a trop changé de joueurs entre différents contextes et tout. Là, je trouve que ce 11, même si évidemment, je sais, c'est Kangé, mais l'OM peut s'appuyer aussi sur ce nouveau trio très fort, Gouiri, Traoré, Greenwood, et je pense que c'est bien aussi d'alterner et de ne pas faire que du Højbjerg-Vermeuren. Je pense qu'avoir Højbjerg-Nadir, Højbjerg-Kondogbia ou Vermeuren-Nadir, Vermeuren-Kondogbia, c'est peut-être la clé pour l'OM dans la complémentarité des différents milieux de terrain. Après avoir, hein, pareil, le mercato, je pense qu'Abdelli va arriver. Est-ce que tu auras un joueur offensif supplémentaire? Je suis pas sûr. Un nouveau remplaçant. Tu vas peut-être essayer de trouver une solution pour Angel Gomez. Est-ce que Egan Riley, ça va pas partir dans les derniers instants du mercato? Je sais pas. À voir Matt O'Reilly qui continue de jouer, même si je trouve qu'encore une fois, ses entrées sont pas convaincantes. Ouais, ça va être une belle question. Ouais, Aguerd va revenir. Pareil, hein, mentalement, le retour des différents joueurs marocains de leurs équipes respectives, ça va être quelque chose, quoi. Gomez, il était déjà sous Ambessalil, non. Il a eu ses blessures, mais surtout, la fin, c'était une histoire où il ne voulait pas prolonger. Du coup, il a été un peu écarté, mi-blessure, mi-décision politique. Donc, c'était un peu bizarre, la fin de son aventure au LOSC. Après, Angel Gomez, c'était quoi dans la rotation? Ça me paraît pas choquant pour l'OM. Ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est un gros salaire. Hein. Je crois que c'est le 5e, 4e ou 5e salaire du club. C'est plus de 300 000 euros de mémoire. À moins que je dise une monumentale bêtise. Mais c'est pour ça que tu veux le faire partir. C'est qu'en termes de finances, ça pèse un petit peu, quoi. Ouais, 320 000 euros par mois. Après, bon, bah, tu payes le truc joueur libre que tu fais venir sans indemnité de transfert, international anglais. Donc, ouais, tu dois aussi pouvoir t'aligner, quoi. Quand même déçu du départ de Vaz et de Bacola. Alors, Bacola, c'est pas encore fait. Robinho, Vaz. Moi aussi, j'aurais préféré voir ce garçon rester et le voir un peu plus sur la durée. Après, tu le vends à un instant T où tu sais pas ce que ça peut donner sa carrière. Malheureusement, c'est une sorte de pari. 25 millions d'euros. Dans la situation de l'OM, c'est peut-être difficile à refuser. Mais pour le coup, moi, comme je te dis, sportivement, j'aurais préféré voir ce garçon continuer, faire au moins une année, 2 ans à l'OM. Après, est-ce qu'il aurait pu être titulaire indiscutable? Tu vois, il y a Gouiri qui est là, quand il revient de blessure, peut-être occuper plus ce rôle de numéro 2 en faisant partir Aubameyang. Mais à cet instant T, c'est 25 millions d'euros.
tu sais pas ce que le gamin peut donner. D'ailleurs, il a une première intéressante, un quart d'heure avec la Roma, où il s'est montré en évidence. Malen, d'ailleurs, autre recrue qui a marqué. Donc, à voir. Moi, je suis un peu partagé. Donc, on verra. De toute façon, seul l'avenir répondra à cette question. Est-ce que c'était le bon moment de le vendre 25 millions? Ça se trouve, la Roma fera une bascule de fou. Ou ce qu'on souhaite pas aux joueurs. Hein, parce qu'évidemment, au milieu de tout ça, il y a un jeune. Il y a un jeune, faut pas l'oublier. Peut-être que pour lui, ça va être plus compliqué de confirmer. Je devine le prochain club d'Angel Gomez, c'est Fulham. C'est très probable, franchement. Tu prends pas mal d'équipes, deuxième partie de tableau, première ligue. Franchement, il y a pas mal de monde qui peut se mettre sur lui. Ça, je suis d'accord avec toi, quoi. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur ce Angers OM. Et encore une fois, j'insiste, hein, la première mi-temps de l'OM, c'est un des meilleurs contenus footballistiques que j'ai vu cette saison. Alors après, on peut toujours relativiser l'adversaire, le championnat, tout ce que vous voulez, mais de mon point de vue, ce qu'ils ont fait, ça m'a épaté. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment même. D'un point de vue neutre, observateur de foot français, de Ligue 1, c'est une des mi-temps les plus waouh que j'ai pu voir ces derniers temps. Strasbourg-Metz, le petit derby qui porte bien son nom, hein, parce que ça s'est chauffé. Gauthier Hein, Barco qui a embrassé son écusson, qu'il a montré à Gauthier Hein, alors que dans 6 mois, il est à Londres. C'est quand même pas mal comme attitude. On attendait quand même cette équipe de Strasbourg parce que tu as eu cette qualification en Coupe de France, mais ça faisait 2 mois et demi que Strasbourg n'avait pas gagné en Ligue 1. C'était aussi le match d'après pour nos amis strasbourgeois, parce que forcément le départ de Liam Rosseignor qui est revenu du côté qui est parti du côté de Chelsea. Voilà la réserve qui fonctionne à plein régime, que ce soit pour les joueurs aussi pour le coach. Merci beaucoup à Raijin pour le petit prime. Merci beaucoup le boss. Après, tu sais quoi, Barco, Hein, ça me dérange pas. Vous connaissez mon avis sur le chambrage, le trash talking dans le football. Gauthier Hein qui fait la célébration Cole Palmer sur son penalty, très bien. Barco qui répond. Moi, ça me dérange pas. Certains vont tomber sur Barco et tout. Franchement, encore une fois, il y a plus grave, plus inquiétant. On a vu certains chambrages durant la Coupe d'Afrique des Nations qui ont dépassé le cadre du terrain. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que ça rigolo. Donc ça apporte son énergie à ce match. Et franchement, en parlant d'énergie, j'ai retrouvé, pour la première de Martin O'Neill, j'ai trouvé ce Strasbourg hyper Gary O'Neill. Martin O'Neill, c'est l'ancien coach. C'est le coach qui est revenu au Celtic. Gary O'Neill, du coup, qu'on rappelle, ancien joueur passé par West Ham, QPR, Norwich, Middlesbrough, Cardiff, très très belle carrière, Barclays Premier League, même Portsmouth, qui a également entraîné et Bournemouth et Wolverhampton avant d'avoir ce challenge. Du coup, toujours la même idée pour Bluco, d'avoir des entraîneurs anglophones. C'était Patrick Vieira avant Rosseignor, donc là Gary O'Neill qui arrive. On va découvrir un peu plus ce coach, mais là pour le coup, est-ce que c'est l'électrochoc? Est-ce que c'est certains joueurs qui doivent se réveiller? Je pense à Enciso, dont la première partie de saison a été insuffisante. C'est de retour de la CAN, Gueladoué qui apporte son énergie, lui qui a fait une belle compétition. Martial Godot, le monsieur Pipion League, qui est très très bon en conférence et qui n'a pas eu un temps de jeu fou en Ligue 1. Mais en tout cas, je trouve que pendant 1 heure, et après je trouve que ça a été plus compliqué, vraiment Strasbourg a commencé à piocher physiquement, grosse dépense d'énergie, grosse débauche sur la première heure. Le match, j'ai retrouvé ce Racing très intense, très intéressant, beaucoup de mouvements, beaucoup de connexions, d'appels à droite à gauche. Enciso, Diego Moura, très très bon match de Diego Moura, franchement. C'est sa meilleure performance, je pense, cette saison. Pareil, un Barco, c'est tellement fort dans la grinta et la débauche d'énergie, toujours épatant joueur. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. C'est un très très bon Barco. Attention, Barco qui aurait pu prendre rouge, qui pareil, est un joueur tellement généreux qui peut des fois se laisser emporter. Donc c'est le genre de petits trucs à corriger pour lui. Mais le match reste évidemment très satisfaisant. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Pour le reste, même si Panicelli, tu vois, il avait marqué contre Nice, il n'a pas marqué dans le jeu, mais franchement, il a continué à faire ce match en remise, en pivot, c'est pour ça qu'il est resté jusqu'au bout. Je pense que ça reste quand même un joueur assez important. Doucouré, assez impressionnant. Après, le match de Metz, je sais que fils du Moldu, t'es supporter massin, on a parlé du rôle de Sinayoko avec le Mali, le numéro 9 ingrat qui doit faire des efforts pour 4 ou 5. Alors Sadibou Sané, le match, le sacrifice, on l'envoie au casse-pipe le pauvre. Là en plus Ben Chilwell, Doucouré, Oxberg, Doué, même si évidemment il n'était pas tout seul, mais waouh, franchement j'ai senti un garçon
trop seul pour tenter quelque chose. Match pas simple. Après, tu sais quoi, il y a un petit regret pour Metz parce que je me dis qu'avec Cheikh Sabali, Habib Diallo, peut-être que tu aurais pu avoir au moins un match nul. Tu aurais pu aller chercher un point parce que même si Strasbourg, encore une fois, m'a impressionné sur la première heure, je trouve qu'ils ont un peu été plus sur le contrôle, la gestion, et ça aurait pu être périlleux sur la fin de match. Donc peut-être que Metz à 100% aurait pu ramener un résultat. Ouais, sans Diallo, on n'est pas capable de gagner ce match. C'est ça, c'est que Metz, c'est le genre d'équipe déjà qui sont derniers, mais si en plus tu leur enlèves leurs meilleurs éléments, ça peut être plus compliqué. Après, putain, franchement, j'ai découvert, enfin, je l'ai pas beaucoup vu à l'œuvre cette saison, le dénommé Malik Mbaye. Beau bébé, hein. Franchement, il a des airs un petit peu d'Adama Traoré, je trouve. Physiquement, ça en impose. Ouais, Titashvili, c'est le seul qui a niveau Ligue 1. Mais Titashvili, c'est pas un hasard si il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à sa situation. J'ai notamment vu une rumeur OL pour un joueur qui pourrait représenter une très belle affaire parce que Titashvili, je pense vraiment que c'est un garçon. Pourquoi pas l'avoir sur le banc d'une belle équipe de Ligue 1. Ça, c'est clair et net. Voilà, tu as eu le choix aussi de Gébamin qui rentrait de la CAN avec la Côte d'Ivoire, de le mettre au milieu de terrain et de ne pas mettre Stambouli. On sait que Gébamin était plutôt derrière d'habitude. Donc pareil, le Mignon qui a tenté quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Ah, il est en pré-fin de contrat à la fin de saison avec le Dynamo Kiev, Titashvili. Merci pour la pression. Ouais, tu vois, ce type de joueur en fin de contrat, je pense qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui vont se mettre là-dessus. Parce que franchement, c'est une des vraies belles découvertes de la saison messine. Pas se mentir, hein, il n'y en a pas beaucoup, c'est une saison qui est rude. Et dommage, hein, tu as eu ces 3 victoires de suite, qui a été un petit peu le bonheur hein, contre Lens, Nice et Metz. Mais depuis, c'est plus compliqué pour Metz. Mais pourtant, tu vois, ils sont pas si loin que ça, malgré qu'ils ont des limites dans le jeu, même si on sait que sur 90 minutes, ils vont pas être capables de répéter quelque chose d'incroyable. Dès que tu as 2-3 remplaçants, c'est dur. Mais encore une fois, j'insiste, hein, ils n'étaient pas loin d'aller accrocher ce Strasbourg qui a manqué un peu d'énergie. Mais sur la première heure, il n'y avait pas photo. Enfin, très clairement, Strasbourg était supérieur. Et Diego Moreira, pareil, encore une fois, on peut se moquer de Liam Rossenior par rapport à sa communication, par rapport au fait qu'il soit le pantin entre Strasbourg, Chelsea, de Bluco, mais c'est un entraîneur, et c'est un terme qu'il ne faut pas oublier, qui a permis à certains joueurs de progresser. Et ça me plaît chez un coach, de partir d'un point A, d'arriver à un point B. C'est ce qui s'est passé avec Rossenior, arrivé à l'été 2024, on se quitte à l'hiver 2026. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Tu as un paquet de joueurs dans cette équipe de Strasbourg qui ont progressé. Guéladoué, Diego Moreira, Valentine Barco, pleinement relancé après ses échecs à Brighton et Séville. Païcelli, l'intégration qui s'est bien placée. Il y a aussi, tu vois, le Maréchal avant qu'il disparaisse. C'était quand même quelque chose. Petrovic, très bon gardien. Donc, André Santos, tu vois, pareil, le garçon, le niveau qu'il a atteint, c'était quelque chose. Donc, Liam Rossenior, c'est pour ça que moi, je peux pas considérer son passage à Strasbourg comme mitigé. C'est pas un échec. Pour moi, il y a quand même eu de bonnes choses. Ça s'est peut-être mal terminé avec ce truc bizarre de partir à Chelsea. Ou même la fin, la fin de la série en Ligue 1 qui était pas dingue. Après, bon, il y a une première place en Conference League. Mais son rôle, il l'a rempli. Si on prend vraiment de manière très crue et un peu factuelle, malheureusement, ce qui est une multipropriété, Strasbourg-Chelsea, Strasbourg est l'équipe réserve, le laboratoire. Et en tant que chimiste principal, il a su faire progresser ses éléments. Et Diego Moreira, qui était lui pareil, hein, entre Lyon, c'est un passage anecdotique, Chelsea où c'était peut-être la 75e solution, et le faire revivre comme ça, en plus des fois dans un rôle un peu inédit de piston, où il était très très bon de latéral gauche. Ouais, Diego Moreira, j'aime beaucoup beaucoup ce joueur, et bien de le revoir comme ça. Après, par exemple, Diego Moreira, pour moi, il n'est pas prêt pour Chelsea. Enfin, je considère que ça n'a pas d'intérêt de l'envoyer à Chelsea parce que pour moi, la marche est trop haute à cet instant précis. Peut-être dans 2 ans, ce sera un joueur plus accompli. Mais tu vois, Diego Moreira, dans une autre équipe de Première Ligue qui travaille bien, tu vois, par exemple Brentford, Bournemouth, pourquoi pas ? On sait que tous les joueurs de Strasbourg ne finissent pas à Chelsea, Dylan Bakwa, Petrovic, Habib Diarra, pourquoi pas ? Le cas pour Diego Moreira dans sa progression. Et même Martial Godot, tu as le centre de Guéladoué, il est bien. Et Martial Godot qui monte assez haut. Je suis content pour lui parce qu'à chaque fois je le voyais en Pipion League. Au-delà de ses buts, je trouvais que c'était un ailier remuant. Pour moi, le vrai défaut du Racing cette saison, c'est de ne pas avoir remplacé Bakwa
Après, c'est dur de remplacer un tel joueur dans la percussion, la proposition. Beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, faire des passes, mais pas forcément certains éléments qui aiment provoquer. Peut-être que dans le plan du Racing, c'était Amo Ameyo, le joueur idéal pour ça. Malheureusement, il n'a pas encore trop confirmé cette saison. Mais Martial Godot, pourquoi pas récupérer un peu de temps de jeu et être ce joueur plus sur l'aspect percussion, provocation, quoi. Donc à voir. Et oui, évidemment, tu as bien raison, j'allais oublier parce que j'allais me noter quelque part. Petite recrue du côté du Racing Club de Strasbourg, un joueur qu'on voulait voir en Ligue 1 qui arrive. Et lui, je suis très content parce que forcément, gros coup de cœur du côté de Dunkerque, mais aussi de sa Coupe du Monde du vin avec le Maroc. C'est Guessim Yassine qui a rejoint le Racing jusqu'en 2030, transfert de 7 millions d'euros. Présent en Alsace depuis vendredi, il a été aperçu au centre d'entraînement. Il était dans le groupe pour ce match. 31 matchs, 3 buts, une passe D pour cette équipe. Et non, franchement, dans le registre d'ailier fin, je suis très curieux de voir à quel point ce joueur va pouvoir s'étoffer en Alsace. Il y a plein d'autres clubs où il aurait pu atterrir. On va voir ce que ça va donner pour lui en Alsace. Tu vois, je pense à lui au LOSC forcément. Peut-être, je sais que tu sais, il y a même Saint-Etienne qui était prêt à mettre pas mal d'argent sur lui pour avoir un petit boost en vue de la montée en Ligue 2 parce que c'est pas du tout acquis. Mais par exemple, dans un autre projet type TFC, je pense que ça aurait pu le faire l'affaire, mais peut-être 7 millions pour le TFC, c'est trop cher. Mais voilà, lui il voulait aller à Strasbourg. Il va être entouré de cracks. C'est un crack lui-même. Et je me dis que Yacine, Enciso, Panicelli, Barco, Diego Moreira, Doué, le retour des mégas, Kendry Paes, tout ça, ça va être, ma foi, assez sympathique, quoi. Et non, Enciso, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé sur les différents débriefs depuis le début de Ligue 1. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un joueur qui a été trop discret. Et pourtant, je pense que c'est un garçon qui nous doit bien plus. Il a une réputation, il peut faire bien mieux. Là, je l'ai vu beaucoup plus entreprenant. Donc, sur cette deuxième partie de saison, il doit se rattraper. Et ouais, Kendry Paes, vous le dites, ça parle de résilier son prêt. Donc, voilà. On sait qu'il y a des places qui valent cher dans cet effectif de Racing. Des questions de temps de jeu, d'équilibre. Et peut-être que Kendry Paes, malheureusement, ça l'a pas fait. Donc, retour à la case départ. Retour à Londres. On va voir ce qui va se passer pour lui, quoi. Avant-dernier match de ce débrief. Il est 1h24, on ne perd pas l'énergie, on ne perd pas ce rythme, parce que, encore une fois, je vous ai dit, quand on a été aussi chaud sur le débrief de la CAN, il faut aussi qu'on parle de ce Nantes-Paris FC, les Nantais, qui malheureusement retombent dans leur travers. En plus, c'était un match qui, sur le papier, était super intéressant, parce que le Paris FC était à 16 points, Nantes était à 14. Nantes, sans être brillant, pouvait passer devant son adversaire du soir, pouvait mettre le Paris FC en plein doute, pouvait mettre le PFC à cette place de barragiste. Donc, gros enjeu. Malheureusement, on sait que l'un des défauts majeurs des Nantais ces derniers temps, c'est de ne pas gagner ces matchs coup près contre leurs adversaires directs. On l'avait vu avec Metz, cette défaite à la maison, on l'avait vu avec Lorient, on l'avait vu avec Le Havre et le but encaissé à la dernière minute. Malheureusement, ça a été encore le cas contre un PFC qui était sur son petit nuage par rapport à la qualification contre le PSG. Alors certes avec une équipe remaniée, mais je pense quand même que c'était peut-être un moment fondateur dans leur saison qui est quand même difficile, très loin des attentes était de certaines ambitions. Après voilà, c'est un PFC qui récupère un Ilan Kebal revenu de la CAN où il a seulement joué 11 minutes. Et en fait, c'est le Ilan Kebal qu'on a quitté sur la première partie de saison, qui est toujours aussi entreprenant, qui est toujours aussi bon, qui est un joueur incroyable. Enfin, je sais pas jusqu'où il pourra aller, à quel point il a une place centrale dans le projet du Paris FC. Est-ce qu'il y a un club de Ligue 1 qui va tenter d'aller le chercher ? Mais ce Ilan Kebal là, le but, après tu vois, Lopez, il est un peu sur un appui sur le couloir, je pense qu'il peut faire mieux, mais la frappe en fait, je trouve qu'elle part tellement vite, qu'elle est tellement fluide. C'est le signe d'un très très bon joueur, d'un ailier en pleine confiance. Donc j'aime bien ce qu'il a proposé. Un joueur que j'ai beaucoup critiqué, je sais pas, mais un joueur que j'ai trouvé en difficulté sur ses premières apparitions, enfin son retour en Ligue 1, c'est Coach Jack. Mais écoute, entre le match au parc et celui-ci, pas mal, franchement. Je suis le premier à reconnaître quand je me trompe. Après, quand je l'ai dit, c'était au début de saison, quand Le Paul s'était amusé avec lui, je disais waouh, Coach Jack en Ligue 1, est-ce qu'on est vraiment sûr pour le Paris FC ? Et là, franchement, il a fait fort. Je trouve qu'il est pas mal. Ah, je sais que j'ai un supporter du Paris FC dans le chat, Mbaku. Donc, n'hésite pas, l'ami, à nous partager ton point de vue parce que les supporters du Paris FC sont rares et c'est toujours intéressant de vous entendre. Mais ouais,
ce qui va peut-être changer petit à petit, c'est que c'est une équipe, le PFC, qui recrute. Peut-être qu'on parle pas assez, mais Lucas Colocho qui a marqué un but important dans cette course au maintien, on verra à la fin de saison. Marshall Mounetzi qui revient en Ligue 1, 2 joueurs qui viennent de Première Ligue, Colocho qui est prêté par Burnley, et Mounetzi, c'est par Wolverhampton. Mounetzi qu'on a bien connu du côté de Reims. Et je pense que pour le Paris FC, c'est une recrue maligne à moindre coût. Après, bah voilà, peut-être que ça fait pas rêver. Mais encore une fois, pour te stabiliser en Ligue 1, pour assurer ta place, un Mounetzi, c'est bien. Colocho, on sait que les différences offensives du PFC n'ont pas totalement donné satisfaction. Donc ça peut vraiment s'entendre pour moi. Pour le coup, je me demande à quel point ce Paris FC va pouvoir nous offrir un peu plus. Moi, je sais que sur la première partie de saison, encore une fois, j'ai vu des séquences intéressantes dans le jeu, mais c'est une équipe qui souffrait des fois dans ces deux surfaces, qui encaissait pas mal de buts, qui malheureusement aussi devant a pas mal raté, mais dans la maîtrise, je trouvais que Stéphane Gilly proposait quelque chose de cohérent. Maintenant, bah, il va falloir essayer d'aller faire mieux d'un point de vue des résultats. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup gagné, qui a mis du temps à repartir, qui c'est pas hasard, s'est retrouvé proche de cette zone rouge. Après, bah voilà, quand même, quand tu vois cet effectif au global, il y a encore des joueurs en apprentissage. Il y en a d'autres qui ne donnent pas satisfaction. On peut penser forcément à Otavio par rapport à son prix. D'ailleurs, à un moment donné où Ablin s'est vraiment amusé avec lui. D'ailleurs, c'est vrai que l'entame de match des Nantais, dans ce type de rendez-vous, elle est catastrophique parce que tu prends ce premier but de Kebal et 3 minutes après, tu as Crasso qui est sur l'action Gori. Après, le truc de Crasso, c'est qu'il va étendre son pied et que Sissoko, voilà, il y a peut-être faute. C'est une interprétation. Moi, j'ai pas envie de juger l'arbitrage. Enfin, pour moi, l'arbitre considère qu'il y a faute parce que Crasso, il met son pied comme ça en porte-à-faux par rapport à notre ami Sissoko. Donc, on connaissait mon avis sur l'arbitrage. Moi, je suis aussi pour que ce soit une question de jugement, d'homme, de se détacher des fois de la VAR. Et s'il considère que voilà, ça doit être ça, jamais ça doit être refusé. Moi, c'est un peu 50-50. S'il a accepté, je comprends. S'il a refusé, je comprends. C'est l'arbitre qui a jugé tel quel. Malheureusement, c'est dur parce que voilà, c'est un but et que c'est une situation évidemment hyper critique. Mais tu vois, je suis nuancé. Je me dis que s'il a pris cette décision, voilà, il a décidé que ça devait s'arbitrer de cette façon. Mais ouais, malheureusement, le FC Nantes, est-ce que c'est une victoire miracle par rapport au Vélodrome et Marseille? On peut le considérer tel quel, mais ça ne leur a pas permis d'aller chercher leur nouvelle victoire, sortie en Coupe de France. Après, on sait que l'objectif principal de Cantari, c'est le maintien. Là, en plus, tu as une équipe avec bien plus de recrues, Machado, Cabella, Ibrahima Sissoko, qui est d'ailleurs été aligné dans un rôle de central qui ne l'a pas aidé. Je trouve que la première était assez rude. Ablin, le but est fantastique et des fois je me dis Kita, un populaire opinion, mais il a eu raison de demander un gros prix pour ce gars parce que Ablin, même si c'est pas un attaquant qui va te mettre 25-30 buts par saison, il y a un truc différent avec ce gars-là. Et le jour où il va partir de Nantes, il va se retrouver dans un projet où il aura plus de joueurs copains avec le ballon autour et que ça va pas être des missions bourbier, jouer le maintien tout le temps, des matchs. Franchement, la copie nantaise, c'est quoi? C'est 4 tirs encadrés. Ouais, 4 tirs encadrés. Waouh. Bon, le PFC, c'est belle efficacité. 6 tirs de cadré, monter un but hors jeu dans le lot. Mais Nantes, la proposition footballistique, ce que j'ai vu tout à l'heure, encore une fois. Et ouais, quand t'arrives à sauter, t'as raison, Linor. On avait souvent évoqué certains projets en se disant que tu peux changer beaucoup de choses, les joueurs, les coachs, mais la pomme, elle est pourrie, c'est doux, c'est cette direction qui n'a ni queue ni tête. Et c'est vrai que quand je voyais les supporters nantais et la tribune noire avec encore cette banderole, le FC Nantes était à vendre, enfin, moi j'ai connu ça, mais j'espère qu'un jour Nantes parviendra à trouver son repreneur, comme Bordeaux sera le cas, comme le Nîmes Olympique a pu se séparer de Rania Assaf. C'est le genre de personnes où c'est dur d'aimer son club quand il se passe tout ça. Voilà, on va voir quelles vont être ces recrues, comment Nantes va pouvoir se mettre un petit peu en mode mission maintien. Est-ce que c'est Cantari? Est-ce que tu vas passer un coup de fil à Antoine Comboiré qui n'attend que ça? Parce que ouais, aujourd'hui je me pose la question, est-ce que c'est pas mieux de faire revenir un Comboiré quitte à faire dans la caricature et quitte à se faire, encore une fois, pointer du doigt, moquer partout, mais après, bon, tu sais, la fameuse formule, autant descendre en Ligue 2 pour repartir de zéro, mais si t'es toujours avec un Kita en Ligue 2, je suis pas sûr que ce soit bénéfique, quoi. Malheureusement, si tu veux repartir de zéro, c'est en changeant de propriétaire.
Pas de bêtises, Ninor, pas de bêtises. Reste parmi nous. C'était juste une vanne par rapport au retour de Aka, mais évidemment, c'est une possibilité qui, je pense, existe dans l'esprit de Valdemar, de rappeler le bon Tonio, de le sortir de ça. Donc ouais, le Paris FC, j'ai trouvé que c'était bien plus convaincant. À voir petit à petit comment ça va revenir. Tu te dis que, voilà, t'as Kebal qui est revenu de sa canne. T'as Maxime Lopez qui a été très très bon, je trouve, notamment, il y a eu un petit point à un moment donné sur le penant, genre de geste qu'on apprécie. Attention à Noah Sangui, qui sur l'alignement par rapport à Bin, c'est Noah Sangui, t'as acheté un potentiel, ça reste jeune, mais il doit faire tellement mieux parce que l'alignement il est vraiment catastrophique et il laisse un trou béant à Ablin qui va s'engouffrer et qui a très très bien terminé. À voir pour le reste, mais ce Paris FC, ouais, j'étais un peu plus convaincu et je pense que le mercato, voilà, tu vas peut-être encore faire 1-2 joueurs de complément, mais l'effectif va te permettre d'être sauvé. Enfin, même si la situation a été proche de la zone rouge, j'étais pas plus en alerte que ça parce que je me disais que une fois qu'ils récupèrent Kebal de la CAN et qu'ils font leur petit mercato comme c'était prévu, le Paris FC ça va rouler quoi. Un dernier match à aborder, ce Rennes Le Havre, avec pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages sur l'arbitrage de Stéphanie Frappard qui n'a pas été incroyable. Je sais que certains joueurs s'en sont plaints également, manque de dialogue, ça n'a pas été évident. Mais voilà, Rennes qui avait l'occasion quand même de se rapprocher de ce top 4, de rejoindre l'OL, de dépasser le LOSC, peut-être aussi de se distancer de Strasbourg et tout ce qui se rapproche. Une des mauvaises opérations parmi les équipes de tête, surtout face au Havre. Sur le papier, ça va être à la portée des Rennais. Et un peu comme voilà, au match aller, malheureusement, Rennes peut proposer quelque chose, mais là, ça a un peu manqué de consistance. Certaines performances individuelles qui m'ont moins plu. Je pense aux pistons, Frankowski et Tamari qui n'ont pas apporté leur peps nécessaire par rapport à d'habitude. Après, cette équipe du Havre, voilà, sans, j'ai pas envie de dire sans complexe, mais qui continue d'avancer dans cette Ligue 1, qui prend des points par-ci par-là. 3 buts annulés pour Rennes. C'est vrai que quand même, t'as su sur le pôle, ouais. Également avec la belle déviation d'Embolo. Mais le Havre, je tenais à souligner encore une fois le très bon travail de Mathieu Bonnemer. Aucune indemnité de transfert, mais le gars va te chercher quand même un Sofiane Bouffal et un Lucas Gournadois. Alors peut-être que ce sont des joueurs à relancer, peut-être que Bouffal est sur la fin de sa carrière, mais on parle du Havre. Le Havre qui réussit à attirer et Bouffal et Gournadois, c'est beau d'avoir ce réseau, cette force de conviction de la part et de Bonnemer et de Digard et de toute la cellule de recrutement du Havre, de pouvoir se dire tiens, on va aller chercher ces garçons-là qui auraient été inaccessibles il y a quelques mois, quelques années, mais quand tu es une équipe où tu sais que collectivement, dans la vie de groupe, ça vit très très bien au Havre, que tout le monde a son mot à dire, j'insiste, mais le rapport argent disponible et recrue attendu, c'est un petit miracle constant, ce que fait le Havre depuis 3 saisons en Ligue 1, et s'il y a encore maintien, il faudra souligner. Et je me dis que Bonnemer, qui fonctionne avec un budget un budget qui, quoi, c'est un abonnement UGC, quoi, son budget mercato. Le jour où ce mec, malheureusement pour le Havre, il partira, il ira dans un club où tu auras un truc un peu plus, voilà, un peu plus de moyens, un peu plus de latitude financière. Si tu le mets à, je sais pas quel club, à Lille, à Lyon, peut-être à Monaco, même si Monaco ça peut être compliqué, mais dans un monde idéal on peut l'imaginer. Le jour où Bonnemer aura des moyens, avec sa cellule de recrutement, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a des scouts et des recruteurs qui taffent à merveille. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'assez dingue. Parce que là, depuis ce qu'il fait au Havre, depuis qu'il est arrivé, moi, je suis assez, épaté. Et voilà, même si c'est pas le plus beau match, tu vas chercher un point et tu as des joueurs qui continuent, encore une fois, de se montrer. Je pense à Seko, qui est toujours aussi généreux, Rassoul Ndiaye, qui a fait de belles choses, Bambi, qui marque. Derrière Sanganté, même Yoris. Et là, ce match, en plus, tu perds et Soumaré et Yoris, deux de tes cadres en première période. Donc, même Mpassi a failli se blesser. Je me suis dit, t'imagines, ils sortent de la première période avec 3 blessés. Qu'est-ce qui se passe du côté du Havre? Et voilà, ils luttent avec leurs moyens et c'est toujours courageux. Et chapeau Bonnemer, chapeau au Havrais. Et oui, côté Rennais, forcément, il y a aussi cette actu mercato. Habib Bey a dit qu'il faudrait revoir les objectifs à la baisse si Jacquet part. Puis, j'ai vu, mais je suis pas sûr que l'info que Pinot ne voulait pas le vendre du coup. On va voir. En fait, je me demande à quel point... Merci beaucoup Ninor, bonne nuit à toi le boss. Je me demande à quel point la vente de Jacquet, comment elle pourrait être interprétée d'un point de vue du joueur,
Forcément, peut-être cette envie de se rapprocher d'une potentialiste Coupe du Monde, on peut l'entendre, mais en même temps, c'est un joueur qui n'a qu'une année pleine de Ligue 1 dans les jambes, donc ce serait peut-être trop tôt. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui doit attendre, se dire tiens, je termine mon aventure à Rennes, et ensuite derrière, attendre d'autres offres? Mais voilà, c'est 60 millions, c'est Chelsea. Après, Chelsea, même si on sait que c'est un club entre guillemets instable, ça reste un des clubs les plus populaires avec le plus de notoriété. C'est une magnifique vitrine pour les joueurs. Donc même si nous, de notre point de vue, on sait que Chelsea, c'est peut-être moins stable qu'un Arsenal, qu'un Bayern par exemple, pour citer d'autres clubs, surtout le Bayern où je me dis que Jacquet il aurait sa place tous les jours, enfin dans une logique tu vois d'intégration pour prendre la place de Jonathan Tah petit à petit. Si Upamecano reste, Upamecano Jacquet, je serais quand même assez fan. Mais d'un point de vue du joueur, voilà, c'est la première ligue, c'est Chelsea et c'est quelque chose qui te parle. Donc on verra à quel point la situation va se décanter, mais Habib Beye, il est bien, je trouve ça bien de sa part d'envoyer ce message en conférence de presse en disant attention à ne pas sacrifier nos ambitions. Moi, si vous voulez que je ramène ce club en Coupe d'Europe, je pense que Jacquet, ça fait partie quand même des indispensables que je dois garder sur le coup, quoi. Ça, je comprends son positionnement. D'ailleurs, il y a aussi Kader Maïté, hein. Kader Maïté, 18 ans, une offre de 40 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. Apparemment, le joueur réfléchirait. Je sais pas si c'est jusqu'où ça pourrait aller. Mais ouais, aujourd'hui, il est quand même la formation rennaise en termes de valorisation et d'attractivité et de réputation pour les clubs. Je te dis que dès que tu vas acheter un jeune du Stade Rennais entre Désiré Doué, le Golden Boy, Ousmane Dembélé qui a été Ballon d'Or, Kamavinga, Matistel, il y en a eu plein d'autres. T'as quand même ce truc de dire normalement tu vas prendre des gages de qualité et qu'est-ce que ça vend bien. Enfin, moi je suis pas surpris de voir ces prix là pour ces garçons, même si c'est peut-être trop tôt et c'est waouh, c'est quand même des sauts dans leur carrière. On va voir quoi. Maïté rate deux grosses occasions à cause de ces offres qui lui sont rentrées dans la tête. Ouais, peut-être que ça trotte, hein. Je pense que pour pas mal de joueurs, c'est une période de mercato hivernal qui peut être difficile à interpréter, surtout si tu dois te remettre dedans, derrière. Et ouais, peut-être que Kader Maïté, il peut être perturbé un petit peu, mais après, bon, c'est quand même le terrain, je l'ai quand même vu concerné au-delà de ça. Après, c'est sûr que problème de Rennes, c'est de ne pas garder ses talents. Il y en a, t'as pu quand même un peu en profiter, tu vois. Genre, Kamavinga, il a fait 16 jusqu'à 18-19 ans après il est parti au Real. Ensuite, t'as Désiré Doué, pareil, il est parti à 18 ans. Dembélé, il a fait 6 mois. En fait, c'est des talents qui sont tellement hors normes que c'est presque des évidences que pour ces joueurs-là, tu dois les voir très haut, très vite. Donc c'est dur pour tout le monde, mais c'est la dure loi du foot, surtout la positionnement de Ligue 1. Et peut-être que Pinot, ouais, il fonctionne de manière un peu, malheureusement, comme un financier hein, sur ces offres-là. On sait que Rennes a investi beaucoup, mais surtout est en capacité d'investir parce qu'il récupère beaucoup, beaucoup de bon monde, quoi. Si Rennes avait réussi à passer le cas d'être un club de l'essai, ce serait différent. Je vois ce que tu veux dire parce que Rennes, dans mon esprit, c'est un club top 6, un club qui doit souvent jouer l'Europa. Sur les dernières saisons, ça n'a pas été le cas parce que tu as eu des ratés. Mais par rapport à la manne financière et tes possibilités d'investissement, je pense que c'est un club qui va pouvoir toujours y parvenir. Maintenant, c'est pouvoir garder ces joueurs-là, les convaincre que, ok, on t'a formé, tu vas nous rapporter beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on peut pas faire 2-3 ans ensemble? Alors après, des fois, il y a des offres. C'est pour ça, est-ce que le train de Chelsea repassera? Est-ce que le train de l'offre d'Arabie Saoudite y repassera? C'est difficile de se mettre à la place des joueurs et de leur entourage. Donc, on verra tout ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le potentiel de cette équipe. Et je le dis souvent, même là, sur cette saison, en début, par rapport au mercato très orienté Ligue 1, pour moi, ça doit y aller. Et même Rennes, normalement, j'ai vu que notre ami Sébastien Szymanski, le fameux joueur créatif 10, le joueur qui doit connecter tout ça, va arriver en prenant de Fenerbahçe. Donc Rennes va investir 10 millions d'euros sur ce joueur. Je pense que ça sent la fin pour Ludovic Blas. Donc on verra aussi cet autre cas du mercato géré. Mais ouais, pour les Rennais, Szymanski, ça va peut-être permettre de donner un autre souffle à ce milieu de terrain, quoi. Dommage, j'adore Blas. Ça parle d'un retour à Nantes. Ouais, on va voir. On va voir jusqu'où il pourrait. Où est-ce qu'il pourrait rebondir. Ça peut être un joueur intéressant à relancer, même si malheureusement pour moi, je pensais qu'après Nantes, ce serait le saut dont il avait besoin. Et bon, c'est un joueur aussi à Lille, tu vois, on en a parlé. C'est un joueur frisson, ouais. C'est un joueur aussi qui a son
inconstance, quoi. On sait qu'il peut te mettre une frappe de 25-30 mètres, un but, un prix push-casse, mais derrière, les 4 matchs suivants, on va pas faire grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment le problème de ce garçon. Les amis, on va faire le petit débrief. Le débrief, non, on l'a déjà fait. On va surtout faire l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Un petit peu les joueurs qui nous ont marqués. Je pense qu'il y a des évidences. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se bousculer sur le front de l'attaque. Bon, le numéro 9, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Ousmane Dembélé. Putain, c'est vrai qu'il y a aussi Gouiri, quoi. C'est dur, quoi. Je vais mettre Hidalgo également. T'as Pavel Chouk aussi. Oh là là. Et les gars, en vrai, bon courage pour faire l'équipe type. Hein. Parce que moi, je sais même pas. Il y a eu tellement de performances dingues que j'ai aucune idée de qui mettre. Il y a tellement de monde qui mérite en vrai de vrai. C'est chaud pour la première fois. Franchement, c'est dur. Hein. En vrai, tu sais quoi, Kolo Djedjak, je suis d'accord avec toi. Parce que par rapport à son niveau attendu, et même moi ce que je pensais de lui, ouais, Pavel Chouk, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, là pour l'instant, je mets pas d'offensif marseillais. Je pense que je vais passer en 4-2-3-1 et je vais mettre. Allez, on va mettre Traoré. On va mettre Ahmed Junior Traoré parce que c'est un joueur qu'on voulait revoir au bout d'un moment et que ça. On a besoin de lui. On a besoin d'un grand Traoré. Sors-nous un 3-2-5. Ouais, bah, tu sais quoi, je peux rien de faire ça. Ouais, je pense que en vrai, t'as un Wea, Emerson, ça peut tout à fait s'entendre. Il y a. T'as les Lorientais, ils ont quand même été pas mal aussi. Oh là là là. Et franchement, j'ai jamais eu autant de choix du roi comme ça sur ce match, quoi. On va mettre Emerson. J'avoue que j'ai bien aimé Beidou quand même. Est-ce qu'on peut pas mettre Guillaume Rest, qui a quand même fait pas mal d'arrêts, côté toulousain, au milieu de terrain? Tu sais quoi, j'aimerais bien quand même mettre un Moreira. J'aimerais bien mettre un Moreira Strasbourg. J'ai adoré son match dans l'énergie. Donc je vais peut-être mettre lui. Après j'aurais pu mettre Barco aussi, mais tu sais quoi, ils sont jeunes, ils peuvent jouer partout. Et je vais peut-être mettre un Lorienté, non? Abergel a été pas mal. On peut peut-être mettre un Abergel pour le récompenser de ce match. Ça peut s'entendre. Sinon, est-ce que je mets un Toulousain en plus? Là, j'ai 3 Marseillais. J'ai 2 Toulousains. Ça peut s'entendre. Ouais, peut-être mettre un Abergel pour souligner le très bon match. Bon, on s'est débrouillé quand même à faire une équipe type. Quand je vous dis, franchement, tu peux mettre du Guéry, tu peux mettre du Greenwood. Tu peux mettre beaucoup de beau monde aux 4 coins du terrain. Ça peut s'entendre. Donc moi, pour l'instant, je pars sur Guillaume Restocage, Wea, Baidou, Kolo, Djedjak, Emerson, Moreira, Abergel, Pavel Chouk, Ahmed Junior Traoré, Ousmane Dembélé et Santiago Hidalgo. Voici mon petit 11 de Ligue 1. On va se terminer avec le programme de la prochaine journée. Du coup, on va commencer vendredi soir avec Auxerre PSG à 20h. Rennes-Lorient le samedi à 17h. Le Havre-Monaco 19h. Marseille-Lens, on l'attend beaucoup celui-ci, 21h05 le samedi soir. Ensuite, le dimanche 15h, le Nantes-Nice, match de la peur. Le multiplex avec Brest-Toulouse, Paris-FC Angers, Metz-Lyon. Et un petit Lille-Strasbourg. Pas mal, petit match assez sympa, je pense, sur le papier, à 20h45 pour clôturer cette journée. Précassé pour Osman à Auxerre. Aïe aïe aïe, notre bon Ibrahim Osman. Sur le papier, c'est une belle idée, malheureusement, pour ce gamin. Ça n'a pas été suffisamment convaincant. Ça, c'est d'accord. Ouais, Lyon dans le multiplex, c'est vrai que ça arrive pas souvent, quoi. Les amis, on va s'arrêter sur ce. Merci à vous de m'avoir suivi dans ce débrief XXXXL avec tout ce qui s'est passé, la CAN. Merci à vous de m'avoir suivi aussi pour le débrief Ligue 1. Beaucoup de choses à dire sur cette journée où il s'est passé pas mal de choses, des gros scores, des dynamiques, des recrues qu'on découvre, des joueurs qui reviennent, d'autres qui partent. Voilà, on se retrouve nous du coup demain sur hors-jeu 18h avec toute la bande. Et Ligue des Champions, mardi, 23h ici pour débriefer. On aura aussi un débrief mercredi. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à tous ceux qui sont abonnés. C'était un débrief fast, mais il le fallait bien avec cette actualité assez dingue. Je vous dis à très vite les boss, salut à tous.